Salut et bienvenue sur Longint, je suis Tix le Geek et dans cet épisode j'accueille Mister Jack. Il est spécialiste en intrusion physique, il fait des conférences où il explique comment crocheter tout type de serrure, et il donne aussi des formations et réalise des expertises forensiques et des audits de sécurité physique. Le concept c'est de parler des humains derrière les hackers, avec des questions ouvertes qui n'ont pas de rapport direct avec le hacking, et on s'interdit rien, on papote. Il va y avoir une interview par semaine, alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, mettez la cloche et partagez tout autour de vous. Racontez vos anecdotes dans les commentaires et qui vous voudriez voir dans l'émission et tout ce que vous voulez parce que c'est bon pour le référencement. Asseyez-vous confortablement et on retrouve tout de suite Mister Jack sur Longint. Alors salut, toi c'est Alexandre Trifot. T'es un spécialiste en intrusion physique et t'es connu sous d'autres pseudos comme French Key. Et du coup, est-ce que tu veux te présenter? Ouais, salut, bah écoute, ravi de faire partie du podcast. Donc Alexandre, effectivement, j'ai le pseudo French Key plutôt à l'international. En France, je suis connu un peu plus sous le pseudo de Mister Jack, notamment quand je fais des conférences à l'époque à la Nuit du Hack ou à Le Hack maintenant. Me présenter, je suis effectivement à fond dans la partie intrusion physique. Tout ce qui va tourner un peu autour du crochetage et les différentes techniques, voilà, on pourra en parler un peu de qu'est-ce qui est plus intéressant que le crochetage pour l'intrusion physique. Et, euh, et voilà, moi j'ai démarré quasiment gamin dans le domaine à crocheter un peu les serrures chez moi ou des fois un peu à l'école ou des choses comme ça. Quand je voyais qu'il y a des gens qui avaient des clés qui ouvraient un peu beaucoup de portes et que moi j'avais une clé qui ouvrait pas grand-chose. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai acheté beaucoup de serrures. J'allais pas beaucoup en cours quand j'étais étudiant, donc j'avais beaucoup de temps libre pour m'entraîner. Et ça m'a permis très tôt de donner des formations sur le sujet et plus tard même d'écrire un petit bouquin sur le sujet de l'intrusion physique, du crochetage, de la copie de clé, etc. Et voilà. Et aujourd'hui, je fais, on va dire, une partie importante de mon travail, c'est justement de faire profiter aux entreprises et aux institutions de ce que je sais faire, soit sous la forme de formation, soit sous la forme d'audit, ce qui est évidemment la partie la plus marrante, puisque là, je suis littéralement mandaté par les clients pour essayer de rentrer en pleine nuit chez eux pour tester leur sécurité. Voilà. Donc ça, c'est la petite présentation rapide, on va dire. Ok, super. Alors du coup, nous, ça fait pas mal de temps qu'on côtoie un peu les mêmes milieux. Je crois que, si je me trompe pas, ça fait presque 15 ans qu'on gravite dans les mêmes sphères. Et toi, du coup, t'es, si j'ai bien compris, pas du tout dans l'informatique. En fait, t'es vraiment plutôt dans l'ouverture fine, l'intrusion physique, ce genre de choses, quoi. Exactement. Donc moi, je suis très clairement très mauvais dans la partie informatique. Pourtant, j'ai commencé tôt. J'avais la chance, quand j'étais enfant, d'avoir accès à un ordinateur et de l'avoir bricolé un peu plus que ce que j'aurais dû. Euh, mais j'ai pas su saisir l'opportunité. Et par contre, c'est vrai que mon métier est quand même très proche de l'informatique. Déjà parce que les besoins en intrusion physique, ils sont liés souvent à la partie cyber. Si on veut protéger un serveur, si on veut protéger des données, si on veut protéger voilà, des informations sensibles, la partie physique, elle est hyper importante. Donc je suis énormément en contact avec des gens dont le métier, c'est la partie informatique. Et j'aime bien aussi faire souvent des parallèles parce qu'il y a beaucoup de parallèles. En fait, moi, je suis un peu, je me catégorise un petit peu dans les hackers mécaniques. L'approche, elle est très similaire à ce que je peux voir de ce que toi tu fais typiquement sur du hardware ou ce que peut faire pas mal de choses dans la partie cyber. Voilà, que ce soit la partie analyse, soit la partie reverse engineering, développement d'outils. Voilà, donc c'est vraiment des mondes qui se croisent beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est en plus une communauté sympa. La communauté des hackers est plus grande que la communauté des crocheteurs. Donc souvent, c'est plus facile de rencontrer du monde dans la partie hacker. Et effectivement, c'est comme ça qu'on s'est connus il y a trop longtemps pour l'avouer vraiment. On a vieilli un peu. Mais voilà, c'est la preuve que c'est une belle communauté et que ça perdure. Fort bien. Alors, le terme hacker mécanique, il est ouf. Je pense que ça devrait être le nom d'un film qui devrait sortir. ce serait, euh, Ce serait pas mal. Ok, alors moi ça me fait super plaisir de t'avoir parce que en fait
j'ai envie de dire l'ouverture fine, même si je suis pas du tout un expert comme tu pourrais l'être, c'est un peu ma petite passion secrète. Alors je suis très mauvais, hein, je suis pas aussi flamboyant que toi quand tu es sur scène à crocheter des serrures de ouf. Mais j'ai une petite collection de clés et je crois que j'ai découvert il y a quelque temps que ça s'appelait la clavophilie. Est-ce que tu connaissais ce mot? Alors j'ai déjà entendu, c'est vrai que moi je n'utilise pas trop ce terme, et voilà, mais j'ai déjà entendu, et effectivement quelques passionnés de clés justement dans mon entourage. Et bah je peux dire qu'une chose, c'est une belle passion, hein, c'est voilà, je valide. Fort bien. Alors du coup, bon, tu le disais, t'es pas développeur ou un truc comme ça, mais est-ce que tu te souviens pour autant de ta première machine? Alors qu'est-ce que t'appelles ma première machine? Celle qui t'a Ma marqué le plus? machine informatique Alors, a priori, oui, mais finalement, Ok. c'est ouvert, donc tu peux parler de n'importe quelle machine. Et Si c'est une fraiseuse alors CNC, ça marche aussi. ouais, bah voilà, je vais peut-être donner une double réponse. Disons que dans la partie informatique, alors j'ai jamais eu, on va dire, je suis presque trop jeune pour avoir connu les ancêtres des ordinateurs, les Amstrad et compagnie. Moi, j'ai pas eu, mais je me souviens avoir bricolé sur du Windows 3.11. Ah, Donc, je fais quand même partie un peu des antiquités déjà, avec des très bons souvenirs sur ça. Mais je pense que là où j'ai vraiment découvert l'informatique, et je me souviens littéralement cliquer dans tous les dossiers, les sous-dossiers, tous les paramètres, tout ça, c'était du Windows 95. Et voilà. Mais la machine elle-même, tu vois, j'ai même pas le souvenir de ce que c'était comme ordinateur. Je me souviens avoir reçu une fois un virus au début de l'Internet et qu'il n'y avait pas d'antivirus et de choses comme ça. Tu vois, j'ai plus des souvenirs d'expérience que vraiment de machine elle-même. Mais voilà, j'avais un peu flippé d'ailleurs de voir ma souris bouger toute seule. Là, je me disais, bon, c'est le moment de tirer sur le câble. Il y avait pas le Wi-Fi. Donc voilà, j'ai fait comme dans les films, à débrancher les câbles pour arrêter le piratage que je subissais. Mais voilà, ouais, niveau informatique, ça se limite presque à ça dans mes expériences, en tout cas un peu cristallisées. ok. Euh, et c'est vrai que le niveau bah, plus mécanique, hein, comme tu disais, bah, j'ai eu ma première CNC bon, il y a plus de 10 ans maintenant. Je me souviens avoir découvert le G-code un peu à la main. J'aimais pas les programmes qui faisaient des trucs un peu magiques, mais magiques, un peu compliqués. Donc je me souviens avoir fait de la programmation G-code à la main, que je fais encore aujourd'hui quand j'ai besoin. Je trouve que c'est plus efficace quand il faut juste faire des petites lignes, voilà, des choses simples en CNC. Et, euh, et je me souviens de ma première machine à clé que j'étais allé acheter sur un espèce de marché aux puces à Paris. Et ça, si tu veux, bah, ça me parle plus, évidemment, hein, comme je suis plus dans la partie mécanique. J'ai toujours cette machine à clé qui était déjà une antiquité à l'époque, mais qui marche toujours. Et ça, je trouve que c'est un vrai plaisir bah, de prendre finalement le contrôle, tu vois, de quelque chose, de se dire, de pas être dépendant directement d'un professionnel ou d'une professionnelle pour copier une clé. Et j'ai fait énormément de bricolage avec cette machine, plein de choses bah, qui sont normalement pas vraiment possibles avec ça. Et, euh, et voilà, ça c'est quelque chose d'important, et je conseille à toutes les personnes qui aiment un peu le crochetage et tout ce qui tourne autour, si vous trouvez une machine à clé sur eBay, Le Bon Coin ou autre, n'hésitez pas si c'est dans vos moyens, parce que on développe des idées rien qu'à avoir l'outil sous la main, et, et c'est hyper intéressant. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Et alors du coup, une machine à clé, finalement, c'est un genre de pantographe avec une roue pour graver les clés, finalement, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. On va dire, tu as deux types de machines. Tu as les machines mécaniques, donc ça va être exactement ce que tu as décrit. Ok. Tu mets la clé d'origine d'un côté, tu as un palpeur, donc qui est juste une pièce métallique taillée un peu en V pour rentrer dans les dents de la clé. Et de l'autre côté de la machine, tu as une fraise qui tourne et qui a le même profil, la même forme en V. Et tu mets une ébauche, donc l'ébauche c'est une clé vierge, hein, en face de la fraise, et tu viens en fait appuyer ta clé d'origine contre le palpeur,
et comme ton ébauche, elle est accrochée sur le même étau, sur le même chariot en tout cas, bah, ça vient recopier la combinaison, les dents de la clé, avec les mêmes avantages, les mêmes inconvénients. Si tu as une clé qui est mal taillée, bah, ta copie, elle sera aussi mal taillée. Hmm. Mais voilà, donc on est sur de la copie pure. Et après, tu as des machines numériques. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets et c'est plutôt rare. Alors moi, j'ai la chance avec mon boulot d'en avoir besoin et donc j'en ai une. Où là, tu peux carrément taper un code. En fait, c'est une genre de machine CNC, mais pour les clés. Donc tu peux taper le code que tu veux pour la combinaison et ça va te fabriquer ta clé. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai fait une conférence il y a quelques années à la Nuit du Hack. Je crois que c'était dans le cirque, quand c'était à l'époque du cirque. Ok. Et j'avais fait une conférence où on voit, bah, j'avais utilisé une vraie CNC, une 3 axes classique, pour tailler des clés. J'avais montré que, je crois de mémoire, j'avais dit en 17 lignes de G-code, on pouvait tailler une clé. Ok. Euh, voilà. Donc, pareil, s'il y a des gens qui aiment bien un peu ce genre de choses, qui ont accès à un hackerspace ou autre, ça peut être voilà, un petit truc à tester, c'est sympa. Ouais. Ok, d'accord. Ah bah, ouais, j'avoue que je vais essayer de prendre une petite 1830 là qu'on trouvait en Chine pour quelques centaines d'euros. J'avais essayé. Bon, j'ai pété toutes mes fraises parce que du Tes coup, fraises, ouais. parce que je suis pas un as du G-code non plus, mais j'avoue que plutôt super intéressant. Et est-ce que tu as l'âme d'un blagueur, toi? Est-ce que t'as fait des blagues déjà? Parce que bon, bah, on n'ouvre pas des portes a priori pour voir ce qu'il y a derrière, si? Alors, ça dépend le sens de la question. On fait rien d'illégal, ça c'est pas bien. Oui. Euh, mais bah, disons que, alors déjà il y a un truc un peu marrant, c'est que ça m'arrive qu'on me demande d'ouvrir des portes. Ou alors je suis pas moi serrurier, c'est pas mon boulot d'aller ouvrir les Eh portes pour oui. les gens. Je le fais plutôt pour les potes ou la famille. Mais ça m'arrive de temps en temps, même pour des trucs, par exemple sur des coffres-forts, pour des clients, hein. Mais c'est, en fait, j'ai tellement la passion des serrures que j'ai pas spécialement la passion de ce qu'il y a derrière. Ce qui peut D'accord. être assez surprenant, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, tu dois avoir des choses extraordinaires dans les coffres-forts, est-ce que tu as déjà vu des lingots d'or, des choses comme ça? Et en fait, très très peu. Parce que du moment que moi j'ai réussi mon crochetage ou la copie de la clé ou un truc comme ça, c'est vrai que j'ai vraiment la satisfaction de cette partie-là. Et donc voilà, souvent ça va être ça va presque s'arrêter là. Après, pour le côté, quand tu poses la question blague ou voilà, qu'est-ce qu'on peut faire un peu avec les clés, je peux raconter un peu des petites anecdotes qui sont assez anciennes pour qu'il y ait prescription s'il y avait besoin. Ah oui. Mais alors déjà une de mes découvertes, vraiment un truc qui m'a poussé à me mettre un peu là-dedans, c'est que un jour j'étais en centre aéré et on avait des fois les animateurs, les animatrices nous donnaient une clé en disant bah tiens va dans la salle, je sais pas, dans la salle numéro 4, va chercher un ballon, va chercher un truc. Et puis évidemment, tu es tout seul dans le couloir, tu as une clé, tu dis bon, je vais aller voir ce qu'il y a dans les autres pièces quoi. Sauf que ta clé, elle marche pas. Tu vois, là, j'avais une clé, elle ouvrait que la salle où il y avait les ballons et je pouvais pas aller voir autre chose. Donc j'étais évidemment très déçu. Et je vois les animateurs, les animatrices, eux, ils ont une clé qui ouvre tout. Je dis quand même, c'est pas juste. Tu vois, c'est pourquoi moi, je n'ai pas la clé qui ouvre tout. Et je les ai vus, je me souviens, cacher la clé au-dessus d'une lampe, posée sur une lampe en applique. Et donc j'ai emprunté la clé un soir. Et j'ai la chance d'avoir un papa qui était assez bricoleur. Et donc, quand je suis rentré le soir, je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait essayer de refaire ça? Et c'était une clé extrêmement simple. Donc, on a bricolé le soir. On a pris une clé qu'on avait chez nous, qu'on a modifiée, qu'on a limée, qu'on a recoupée, voilà. Et le lendemain, j'ai pu reposer la clé du centre aéré. Et j'avais une clé qui a permis d'ouvrir plusieurs portes. Donc Oh. voilà, j'étais assez content et ça m'a montré vraiment l'intérêt du truc. C'est une espèce moi j'appelle ça quasiment un pouvoir magique. Tu vois, de faire ce que je fais, c'est vraiment un sentiment ouais, c'est une forme de baguette magique. Tu peux quasiment passer à travers les murs. J'ai un de mes sites internet que j'ai appelé le passe-muraille parce que c'est vraiment cet esprit
de dire je peux, bah ouais, t'as pas une limite, t'as pas un truc fermé à clé, quoi. Et cette clé-là, tu vois, ça va être l'inverse. Cette clé, réellement, celle-ci, le pass, c'est elle qui m'a fait une blague un jour. C'est que j'étais en voyage de scolaire. On était en Italie. Ouais. Et donc quelques semaines ou mois après avoir fait la clé du centre aéré. Et c'est un espèce de pass un peu pour les, tu sais, les chambres d'hôtel, enfin pas les chambres d'hôtel, plutôt les chambres personnelles, pour les toilettes, pour des placards. Enfin, c'est un truc vraiment très simple qui marchait vraiment à plein d'endroits. Et du coup, on était en Italie, dans un hôtel ou une auberge de jeunesse où, évidemment, on ne sait pas pourquoi, il n'y avait pas de serrure, ou il n'y avait pas de clé en tout cas, sur les salles de bain, dans les chambres. Sauf qu'évidemment, c'est l'âge où tout le monde s'amuse à aller embêter les autres pendant qu'ils sont dans la salle de bain. Et moi, j'avais ma clé, et je me suis rendu compte que ma clé, bah, magiquement, elle me permettait de fermer et d'ouvrir la salle de bain. Ah, c'est une Donc, baguette magique, quoi. c'était, ouais, une C'est une... baguette magique, ouais, c'est ça. Oh, ok. Et donc, bah, moi, je vais prendre ma douche tranquille. Je me dis, bah, je ferme ma clé, tu vois, je veux pas qu'on vienne m'embêter. Et sauf que bah, ma clé, elle a bien marché pour fermer, et elle a Ah. pas du tout marché pour ouvrir. Euh, et donc, je me suis retrouvé bloqué pendant, à mon avis, bien 1 heure. Alors, j'ai toqué, les copains, les copines, ils sont allés appeler les profs sont allés appeler le directeur de l'hôtel, tout ça. Et ils ont galéré, ils ont cherché des clés, sauf que les clés, ils les avaient plus depuis longtemps, donc ils avaient un trousseau qui traînait quelque part. Voilà. Et, euh, et du coup, bon, ils ont quand même réussi à me libérer, mais c'est vrai que, alors, je me souviens que j'étais pas trop stressé. Bon, j'avais de l'eau, j'avais de la place, j'avais de la lumière, ça va, il y a pire. Mais c'est vrai que sur le moment, je faisais pas le malin, quoi. Bon. Je me disais, je suis content d'avoir ma baguette magique, mais il faut quand même faire gaffe avec les pouvoirs magiques. Voilà, faut savoir les utiliser au bon moment. Et puis j'étais évidemment hyper triste parce que après, au moment du repas, il y a le directeur de l'hôtel qui est venu me voir, qui m'a dit la clé, donne la clé. Je dis non, c'est ma clé, c'est à moi. Et il m'a dit non, tu donnes la clé. Ouais, vas-y, je te donne ma clé. Oh, Et voilà. Donc bon, ok, c'est c'est une super anecdote. c'est le jeu. Ouais. Mais voilà, tu vois, du coup, au moins, je m'en souviens. Ok, d'accord, très bien. Alors, sur le coup de la magie, je le dis presque à chaque interview, mais pour moi c'est un peu pareil. Enfin, tout ce qui concerne la sécurité au sens large, c'est vrai que ça me fait vraiment penser à de la magie, quoi. Voilà, t'arrives à manipuler le physique pour faire des choses qu'ils sont pas censés faire. Enfin bref, je trouve que c'est une bonne analogie. Ok, d'accord. Et alors, pour la prochaine question, tu peux répondre, tu peux aussi mentir ou ne pas répondre, c'est toi qui vois. Est-ce que Ok. est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec la justice? Écoute, pas que je sache. Très bien. Voilà. Donc, non, non. D'ailleurs, bah, je travaille un petit peu avec les forces de l'ordre qui me demandent justement des conseils sur la sécurité. J'ai déjà fait à l'inverse. Alors, je suis désolé, ça répond peut-être pas dans le sens que tu voulais pour ta question. Euh, mais je fais de la serrurerie forensique. Donc, ça m'est arrivé d'intervenir pour la justice suite à cambriolage ou suite à effraction, où on va me demander mon avis de comment est-ce que les personnes ont pu faire, est-ce qu'elles sont rentrées par là, quel est l'outil qui a pu être utilisé, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une compatibilité entre un outil, une serrure, voilà, pour faire des liens un peu criminalistiques. Euh, voilà. Ok. Mais voilà, j'ai pas, j'ai la chance, je pense, de montrer suffisamment clairement que je suis pas un voyou. À ma connaissance, j'ai même jamais eu de contact de gens qui me disent tiens, on te donne une enveloppe et tu fais ça pour nous, voilà. C'est jamais arrivé parce que c'est voilà, c'est pas du tout dans l'esprit du truc. Euh, et je dirais Très bien. même, il y a un avantage à faire des audits. Je le dis même à mes clients quand je fais un audit, que j'arrive à rentrer ou pas, c'est le même prix. Euh, Parce que moi, je vends mon savoir-faire, je vends mon temps, je vends mon expertise, je vends voilà. Mais du coup, contrairement à une équipe peut-être de cambriolage où ils sont payés que s'ils arrivent à rentrer,
Moi finalement j'ai même cet avantage-là que c'est pas le cas. Donc non, je suis désolé, j'ai pas de super infos à te donner par rapport à ça. Ah non, non, Voilà. mais j'ai même envie de te dire que ça m'arrange, parce que, bon, avoir des petits problèmes avec la justice, ça arrive à tout le monde, mais quand on n'en a pas, c'est que on n'était pas un enfoiré. Donc, voilà. Ok, super. Et, Alors, si tu veux, tiens, je pense juste, j'ai une petite anecdote, si tu veux. Moi, je suis plein d'anecdotes sur mes clés, tout ça. vas-y, moi je t'attends Euh, que ça. j'ai une fois où, tu vois, c'est triste à dire, je fais partie des gens qui ont le privilège de ne pas être contrôlés souvent. Et je trouve que c'est triste pour les gens qui n'ont pas cette chance. Mais du coup, je me suis fait contrôler une fois, c'était à 2 heures du matin. Et j'avais mon matériel de crochetage, parce que j'ai toujours mon matériel de crochetage avec moi. Euh, et c'était je dirais des policiers de la BAC. Je leur ai pas demandé leur carte d'ailleurs, mais je sais même pas s'ils m'ont demandé la mienne. Où voilà, on était avec des potes. Bref, on se fait contrôler 2 heures du matin dans un endroit où il n'y avait pas grand chose à faire, donc ils étaient un peu inquiets de notre présence. Et ils me demandent de vider un peu mes affaires. Et dans mes affaires, j'avais justement mon kit de crochetage. J'avais beaucoup de lampes aussi, j'ai des lampes ultraviolet, j'avais une lampe loupe, ça permet de faire de l'impressionning, donc une des techniques d'ouverture. Hmm. J'avais une lampe frontale, j'avais pas mal de lampes. Tout le matériel Et de l'espion, finalement. ouais, voilà, c'est ça. J'imagine en tout cas que ça peut exister. En vidant mes affaires, je sors notamment un kit de crochetage. Et le policier me demande ce que c'est. Alors j'étais surpris qu'il sache pas ce que c'est. Est-ce qu'il savait pas? Est-ce qu'il savait et qu'il voulait voir si j'allais dire la vérité? Je sais pas trop. Mais en tout cas, il a dit qu'il savait pas. Et donc je lui dis que c'était un kit de crochetage. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites à 2 heures du matin avec un kit de crochetage? Et bon, je lui dis, je l'avais aussi à midi, quoi. Fallait venir plus tôt. Voilà, c'est juste que moi, c'est- c'est- c'est pour mon boulot. Donc voilà. Mais Meilleure réponse. le petit truc presque plus marrant, je trouve, dans ce qui s'est passé, c'est qu'il était en train de fouiller dans mes affaires. Enfin, je crois même qu'il fouillait pas physiquement, c'était à moi de sortir les affaires, il n'avait pas le droit, enfin bref. Et il y a un moment, il avait une lampe qui tenait dans la bouche pour regarder un peu mes affaires. Si, donc il devait utiliser ses mains quand même. Et à un moment, sa lampe s'éteint, et sauf qu'il avait vu que j'avais déjà au moins 4 lampes. Et donc je lui dis, si vous voulez, je peux vous en prêter une. Alors lui, ça l'a pas fait trop rire. Euh, donc tu t'as dit non, non, c'est bon. Bon, voilà. Et après, ça a été. Je pense que même ce petit truc, ça l'a perturbé que sa lampe, elle marche moins bien que les miennes. Et, euh, et donc après, il a dit, ok, allez, c'est bon, cassez-vous. Voilà. Mais bon, ça s'est bien passé. Mais tu vois, même. Pourtant, faut pas dire que j'essaye, hein, mais tu vois, 2 heures du matin avec un kit de crochetage et finalement il se passe rien, quoi. Donc bon. Mais alors, je sais pas si c'est lié au privilège de faire partie de ceux qu'on contrôle pas très souvent. Mais c'est pareil, moi je me suis toujours baladé avec des dingueries dans mon sac, genre des trucs parfois vraiment chelous. Et je sais pas si c'est par incompréhension ou par bienveillance, mais enfin, je dirais jamais personne ne m'a embêté pour les trucs bizarres que je trimballais. Ouais. En Bah, tout cas, après, de toute façon, moi, l'argument que j'ai ou que je donne quand je donne des formations, parce que on va dire les gens que je forme, pour la plupart, vont être des pentesters, par exemple, ou des pentesteuses, euh, c'est légal d'avoir un matériel de crochetage. Éventuellement, on pourrait, bon, évidemment, il peut y avoir la préparation d'un acte criminel, quelque chose comme ça. On hmm, pourrait nous accuser que c'est une arme blanche, hein, ça peut ressembler à une forme de couteau ou de choses comme ça. Euh, mais en soi, un pied de biche est bien plus suspect, en tout cas bien plus utilisé dans les cambriolages. Euh, oui. Aujourd'hui, c'est en vente libre, que ce soit pied de biche, clé à molette, marteau, burin, ce genre de choses. C'est en vente libre, c'est tout à fait légal pour la plupart des utilisations. Voilà, c'est au moins un argument, je dirais, pour les auditeurs, les auditrices. Si vous avez un kit de crochetage, si vous avez peur de vous trimballer avec, moi je dirais que le risque il est très limité. Évidemment, on peut pas se balader avec un pied de biche devant une banque à 2 heures du matin. On peut difficilement se trimballer avec un kit de crochetage devant une banque à 2 heures du matin si on est en train de bricoler sur la serrure de la banque. C'est difficile de justifier le truc, mais de toute façon, il ne faut pas le faire. Et voilà. Mais si vous avez juste un kit de crochetage sur vous,
a priori, au pire, on pouvait dire que vous avez écouté un podcast où on vous a dit que voilà, et puis c'est pas grave, ils viendront toquer à ma porte, je leur expliquerai et puis je leur prendrai des kits. Euh, Et des mais voilà. formations. D'ailleurs, je crois que c'est ce que. Ouais, voilà, je crois que c'est même ce que j'avais dit aux policiers. Je lui avais dit si ça vous intéresse d'en savoir plus, je peux vous donner une formation. Bon, ça l'avait pas plus. Voilà. Mais bon, faut le tenter, hein. Ouais, bah, et puis peut-être qu'il aurait accepté. Donc du coup, comme tu dis, faut tenter. Bah, Ouais. puis c'est vrai ce que tu dis, en fait, a priori, avec ce genre d'outils, on peut avoir des problèmes si la personne, elle cherche un Arsène Lupin, quoi. Enfin, c'est vrai que si quelqu'un veut faire un casse, je sais pas s'il va vraiment utiliser du matériel, genre un kit de crochetage standard. Bon, Alors ça peut arriver. Moi, ouais. je suis intervenu pour un particulier qui s'était fait cambrioler. Son assurance qui avait validé le fait que c'était un vrai cambriolage. Elle considérait pas qu'il y avait eu de fraude. Elle avait même accepté le fait que c'était un cambriolage par crochetage. Mais dans les petites lignes, c'était écrit que on devait apporter la preuve de l'effraction et le crochetage rentre dans l'effraction, Mhm. même s'il n'y a pas de casse. Mais du coup, il n'y avait pas l'apport de la preuve. Et donc cette personne avait fait appel à moi pour faire justement de la serrurerie forensique à titre privé cette fois-ci. C'était pas une juge ou un juge qui faisait appel à moi. Mais j'avais détecté des traces de crochetage assez explicites. Donc, on va dire qu'il y a très peu de doutes vraiment sur le fait que c'était du crochetage. Donc, non, ça arrive quand même, hein. Il y a des personnes qui font du crochetage pour faire des cambriolages, même avec des outils assez basiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a entre 30 et 50% des serrures qui sont crochetables hyper facilement. Et je trouve que les gens se voilent un peu la face d'ailleurs là-dessus, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est pas normal, comment ça se fait, pourquoi les gens vendent ça, voilà. Mais en réalité, quand on va dans un magasin de bricolage et qu'il y a des serrures à 20 euros et des serrures à 150 euros, la plupart des gens prennent la serrure à 20 euros ou peut-être à 40 euros. Et du coup, en un sens, on ne peut pas s'étonner en prenant le matériel le moins cher que c'est aussi le matériel le moins sécurisé, le moins bien. Et vraiment, je pèse mes mots en disant qu'il y a 30, ouais, au moins 30% des serrures qui sont crochetables par n'importe quelle personne qui débute en moins de 5 minutes. Mhm. Donc, donc voilà, si on veut passer vraiment du côté Blue Team, protection, euh, bah, faites attention à ce que vous achetez. Euh, Si vous avez une bonne serrure ou même une mauvaise, fermez à clé, parce qu'il y a aussi le schéma inverse de se dire ah mais du coup ça sert à rien, j'ai vu des vidéos YouTube, tout est crochetable, Mhm. voilà. Bon bah évidemment tout est crochetable, mais de la même manière que il y a des vidéos de personnes dans les années 60 qui ont marché sur la Lune. C'est pas parce que quelqu'un a marché sur la Lune que c'est facile pour tout le monde. Donc Oh. moi j'appliquerais le même. Alors si on y croit, hein, après si c'est Kubrick tout ça, c'est un autre débat. Euh, mais bon, moi je fais partie de ceux qui y croient. Mais en tout cas, c'est important de ne pas tomber dans le schéma inverse, de se dire ah c'est crochetable, ça sert à rien de fermer. Ceux qui veulent rentrer, ils rentreront toujours. Euh, c'est un peu vrai, mais à la fois c'est un peu faux. Les personnes qui font des cambriolages, sauf si vous êtes ciblé, les personnes, elles vont aller ailleurs, en fait. Si elles voient que chez vous, il y a une alarme, si elles voient qu'il y a une serrure difficile, si elles voient qu'il y a des cornières anti-pince, tous ces éléments de protection un peu supplémentaires, il y a tellement d'endroits qui sont mal sécurisés que bah, les cambriolages vont aller dans ces lieux-là. Et, euh, et voilà. Donc, il y a un juste milieu à trouver et on peut se protéger assez facilement. Et par contre, attention, si on n'a pas des bonnes serrures, le crochetage reste une vraie technique. Ok, d'accord. Bah oui, puis c'est un peu comme dans la sécurité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir, mais ça veut pas dire que tout le monde peut potentiellement, ou même sera la cible d'un piratage. Bon, bah de toute façon, c'est un peu plus complexe que ça, quoi. C'est pas pour ça qu'il faut enfin, qu'il faut pas du tout sécuriser. C'est ça. Ok, d'accord. Et alors tu disais que des traces, enfin quand tu faisais de la forensique, que tu avais des traces qui te permettaient de dire que quelqu'un avait vraiment crocheté. Est-ce que tu peux en dire plus? Genre c'est Ouais, le bien sûr. tenseur qui te fait des marques ou c'est... Alors alors il y a un peu deux choses. Alors déjà, il y a malheureusement très très peu de littérature sur le domaine.
Moi, j'ai fait avec un groupe d'amis, on va dire, aussi un peu spécialistes dans le domaine. On a monté carrément une asso de gens en Europe, de gens intéressés par la partie forensique. Et du coup, on a dû découvrir un peu par nous-mêmes certaines choses. Et je dirais qu'il y a deux types de traces qui peuvent être faites. Tu as ce que j'appelle moi les traces directes. Donc ça va être vraiment les outils, comme c'est des outils en général en acier et que les serrures sont la plupart du temps en laiton, alors même si elles sont en acier des fois. Donc c'est vraiment les rayures qui vont être faites par les outils. Donc on va avoir des rayures, soit à des endroits que la clé ne touche pas, soit avec des Hmm. formes que la clé ne peut pas faire. Par exemple, si tu as une trace qui est en forme de courbe, à l'intérieur de la serrure, c'est absolument impossible. La clé, elle rentre tout droit, elle ressort tout droit, donc elle ne peut pas faire une forme en courbe. Hmm. Déjà ça, c'est hyper spécifique, on va dire, à ce que je vais appeler au sens très large une manipulation. Mais ça peut aussi être un enfant avec un trombone qui a joué, tu vois, qui a essayé de rentrer un trombone dans une serrure. Hmm. Donc c'est aussi l'emplacement de la trace qui va être important. Si tu as une trace qui est vraiment à l'entrée de la serrure, ça peut être un peu n'importe quoi, ça pourrait quasiment être du vent avec du sable, tu vois, des trucs un peu arbitraires. Ok. Si c'est tout au fond de la serrure, dans un endroit qui est très difficile à atteindre, voilà, c'est plus spécifiquement une vraie manipulation, une vraie tentative d'ouverture. Après, différents outils vont faire différentes traces. Les outils de crochetage, évidemment, on va avoir plein de petites traces sur les goupilles. On va avoir des traces à l'intérieur du canal de rotor. Donc, c'est vraiment là où la clé, elle rentre. Après, il y a d'autres techniques comme les bum keys. Les bum keys, c'est une clé où toutes les dents sont taillées au plus profond. Donc là, on va se retrouver. Alors, c'est une clé, voilà, toutes les dents sont taillées au plus profond et on doit taper dessus avec un marteau. Donc, comme si on rentrait un clou dans une planche de bois. Et en même temps, on doit tourner la clé. Et en fait, le fait de taper sur la clé, ça va abîmer un peu les goupilles d'une forme un peu particulière, mais qui pourrait ressembler à une clé classique qui va être utilisée des milliers de fois. Et sur une porte, si on y pense, la porte, elle est ouverte des milliers de fois dans sa vie. Mais le fait de tourner la clé assez vite, assez fort, ça va faire des encoches de la forme des dents. Et comme toutes les dents sont taillées au maximum, on a vraiment une forme un peu de dents de scie qu'on peut Ah. retrouver à l'intérieur de la serrure. Alors ça, c'est assez particulier, mais c'est hyper spécifique de cette technique-là. Donc ça, c'est intéressant comme distinction, on va dire. On peut dire, ah bah là, c'est plutôt telle technique plutôt qu'une autre. Là, on est encore une fois sur des traces directes. C'est vraiment l'outil lui-même qui va rayer, qui va marquer à l'intérieur de la serrure. Et puis, on a aussi toute une série de traces, moi, donc ce que j'appelle des traces indirectes ou des traces secondaires, où là, c'est lié non pas à l'outil, mais à la technique. Et imaginons qu'on a des outils en chamallow ou qu'on a des outils qui sont fabriqués. Imaginons, on entend parler des fois des rumeurs de l'air comprimé, des trucs un peu comme ça, un peu presque ésotériques sur le principe, en tout cas appliqué à l'ouverture d'une porte. Alors je dis pas que ça pourrait jamais marcher. Il y a peut-être des cas où de l'air comprimé appliqué, bref, Oui. ça peut exister, mais en tout cas c'est plutôt inimaginable. Hmm. Mais même si on avait des outils de crochetage classiques, mais au lieu qu'ils soient en acier, s'ils étaient en chamallow et que ça marche quand même, ils laisseraient peut-être zéro trace en termes de rayures. Par contre, le fait qu'on va forcer un peu l'ouverture, le fait qu'on va appuyer les goupilles avant qu'elles soient à la bonne hauteur, mais elles sont déjà en friction parce Ah. qu'on fait une rotation, là on va avoir en fait des traces à un endroit où la clé ne va jamais permettre à la serrure d'avoir des traces comme ça. Et là, c'est vraiment des endroits qui sont physiquement inaccessibles pour aucun outil. Donc, c'est pas l'outil qui crée la trace, c'est vraiment la technique qui crée la trace. Et ben voilà, là, on va avoir des traces indirectes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces traces indirectes, elles sont quasiment impossibles à éviter parce que voilà, c'est vraiment c'est lié à la technique. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est très spécifique. Et donc on arrive des fois juste avec ces traces, on peut dire ok, là on est sûr qu'il s'est passé un truc qui aurait pas dû. Contrairement à un trombone ou voilà ce genre de choses qu'on peut se dire ouais bon c'est peut-être quelqu'un qui a joué avec la serrure ou c'est pas vraiment une tentative d'ouverture. Ok. Euh, voilà. Après, il faut faire attention. Je mets en garde, on va dire, les gens qui veulent soit
regarder un peu par elles-mêmes ou par eux-mêmes ce genre de choses. On peut pas toujours, typiquement, on peut pas toujours détecter est-ce que ça a ouvert, est-ce que ça a marché, Hmm. et on peut pas non plus affirmer si ça n'a pas marché. Moi, j'estime que dans 5% des cas, on peut dire, OK, là, je suis sûr que ça a marché, je suis sûr que ça a ouvert. Il y a peut-être dans 5% des cas, on peut dire, là, je suis sûr que ça n'a pas ouvert, parce que les traces, elles sont uniquement, par exemple, au début de la serrure, mais pour ouvrir, il faudrait qu'il y ait des traces sur toutes les goupilles, Hmm. ce genre de choses. Donc là, on peut dire, OK, il y a peut-être eu une tentative, mais c'est sûr que ça n'a pas ouvert. Et les 90% qui restent, on va être sur de l'inconnu. On va être sur, OK, je pense qu'il y a eu une manipulation. Là, je peux en être sûr quasiment à 100% qu'il s'est passé un truc, peut-être même un vrai truc, une tentative d'ouverture. Mais c'est impossible d'affirmer que ça a été ouvert, ou c'est impossible d'affirmer que ça n'a pas été ouvert. D'accord. Euh, voilà. Et puis après, il y a des techniques. Moi, c'est ce que je dis quand on me demande est-ce que vous pouvez vérifier si ma serrure, enfin comment ça a été ouvert, j'ai été cambriolé, etc. Il y a des techniques en fait qui vont pas laisser de traces dans la serrure. Typiquement, quelqu'un qui a fait une clé, qui a copié la clé. Oui. Ouais. Et copier une clé, on s'imagine tout de suite le moulage de clé, copie de clé à partir de photos, tous des trucs un peu comme ça. Mais en réalité, je peux donner une autre anecdote où je considère qu'il y a prescription. Ah bah Moi, vas-y. quand j'étais étudiant, j'ai un de mes camarades de classe qui est venu me voir en disant j'ai le pass général de l'école. Est-ce que ça t'intéresse? Oh. Donc là, bon, j'ai pas su résister. Tu vois, il y a des moments dans la vie où on ne peut pas dire non. C'était un de ces moments-là. Donc il m'a passé la clé, mais il m'a dit il faut que je ramène la clé. On me l'a donnée à l'accueil parce que j'avais oublié mon écharpe dans une salle de classe, mais je dois la ramener. Et en fait, je suis juste allé chez le Clé Minute qui était au bout de la rue. Il m'a demandé littéralement 5 euros. C'était une clé très basique, voilà, mais c'était quand même le pass général de l'école. J'ai fait la copie de clé. J'ai ramené l'original, enfin ouais, l'original. Je lui ai redonné, il a rendu à l'accueil, ni vu ni connu. Et moi, j'avais cette copie. Donc, tout ça pour dire, si j'utilise cette copie sur une porte, ce que je n'ai évidemment jamais fait, euh, ça aurait été interdit, mais ça laisse pas de traces dans la serrure. Donc, il faut faire attention. Voilà, il peut y avoir des vols, il peut y avoir des cambriolages, il peut y avoir des intrusions qui laissent pas de traces. Donc, on peut pas s'attendre automatiquement à avoir des traces en cas d'intrusion. Ok, fort bien. Moi, ça me rappelle une anecdote de ouf qui fait vraiment saigner mon cœur de clavophile, du coup. Mais c'est Ouais, quand je faisais mes études, j'étais à l'UT, et en rentrant pour aller voir mon courrier, je vois que le postier avait oublié le pass avec toutes les clés dessus, au-dessus des casiers de boîte aux lettres. ok. Et vraiment, je me suis fait violence pour pas le garder. Je me suis dit, ah, c'est un peu ce dont je... Parce que je faisais déjà ma collection à l'époque, enfin, c'est vraiment ce dont je rêvais. Et en fait, bah, du coup, je l'ai rendu parce que je suis quelqu'un de bienveillant. Mais c'était vraiment à deux doigts que je le garde. Et je pense que quand j'y repense, je me dis que j'aurais peut-être dû le garder. Ouais, Euh, bah c'est voilà, hein, bon, on a notre conscience pour nous, mais je connais le feeling. Alors après, là, ce qui est intéressant, c'est de prendre en photo les clés. voilà. Euh, alors, c'est plus ou moins facile de refaire des clés à partir de photos. Moi, ça fait partie des choses que je fais régulièrement. J'ai travaillé avec une entreprise qui permet de faire en toute légalité et toute légitimité de refaire des clés à partir de photos. Aujourd'hui, il y a une application sur Android et iPhone où vous pouvez, de la même manière que vous allez chez un serrurier, une serrurière, un clé minute, refaire des clés. Vous pouvez le faire sur l'application, vous prenez votre clé en photo et à partir de ça, vous allez pouvoir commander un double de vos clés. Et comme on est sur des clés qui sont légalement non protégées, il existe des clés protégées, hein, je reviens un peu sur l'argument tout à l'heure de dire il y a Hmm. des clés à 20, enfin, des serrures à 20 euros, des serrures à 150 euros, bah, il y a des clés à 10 euros et il y a des clés à 150 euros. Donc si on veut éviter ce genre de copie de clés, il faut des clés plus chères et mieux protégées, ou il faut éviter de prêter ses clés, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, on peut refaire. J'ai même fait avec à l'époque, il était étudiant
à l'école Les IA, où je donne des cours et où je fais partie du labo, un labo de recherche. On a fait une application qui s'appelle KeyDecoder, qui est disponible sur Android et qui est aussi sur GitHub, où à partir d'une photo de clé, on peut refaire une clé ou en tout cas choper la combinaison. Donc voilà, ça fait partie. Je te donne au moins l'astuce pour la prochaine fois. C'est utile, mais c'est utile dans, on va dire, dans les deux sens. C'est que c'est aussi dangereux. Alors il y a tristement maintenant le Louvre qui a été cambriolé, mais il y a quelques années, il y a un artiste qui a mis en photo les clés du Louvre sur Instagram. Oh là là, Euh, mais... et je dirais que tristement, moi j'avais contacté justement le RSSI du Louvre. Alors, je sais plus si c'était le RSSI ou un autre poste exactement, mais c'était proche, pour leur dire, il y a ça. Un conseil que je donne souvent quand je fais des sensibilisations, notamment en entreprise ou dans des conférences ou autres, il faut considérer les clés comme un mot de passe. Et on n'aura a priori pas la démarche d'écrire son mot de passe sur un bout de papier, de le donner à un collègue ou une collègue quand on part en week-end à la montagne en disant j'aurai peut-être pas la 4G, si tu peux checker mes mails, tu m'appelles et puis on traitera ça au téléphone. Et le lundi, on revient en disant bah vas-y, rends-moi le mot de passe, je voudrais quand même pas que tu gardes ça, c'est sensible. Ça aurait pas de sens. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait quand on prête une clé à quelqu'un pour arroser les fleurs ou pour, j'en sais rien, dormir à la maison ou autre, et qu'on récupère les clés. En récupérant les clés, on a récupéré le support de l'information, on a récupéré le bout de papier avec le mot de passe, mais la personne a très bien pu aller chez un clé minute, faire une copie entre-temps, la personne a pu recopier le numéro qui est gravé dessus, la personne a pu évidemment faire un moulage de la clé, ou juste la prendre en photo et l'utiliser plus tard. Il y a des scénarios comme ça où il y a des clés qui sont aujourd'hui incopiables, mais qui vont devenir copiables dans un an ou deux parce que le brevet va être fini. Donc si on prend en photo la clé aujourd'hui, on ne peut pas la commander, mais si on attend un an, on peut la commander. Et si la personne n'a pas remplacé sa serrure entre-temps, et très peu de gens remplacent leur serrure sous prétexte que le brevet est fini, bah, la clé devient copiable, on a déjà l'information de la clé. Oui, parce que du coup, les clés sécurisées, elles sont surtout sécurisées, pas par des moyens techniques, mais plus parce qu'elles sont incopiables contractuellement parlant, quoi. Si quelqu'un dispose du matériel et du savoir, même une clé d'appartement au standing, elle pourra potentiellement être copiée. Alors, il y a un peu les deux quand même. C'est-à-dire que on est sur un brevet la plupart du temps. C'est le plus courant, c'est la protection par brevet. Et du coup, le brevet, c'est quand même, par définition, une invention technique. Hmm. Donc, la plupart des clés qui ont des brevets sont quand même techniquement difficiles à copier. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont obtenu un brevet, hein, parce que pour avoir droit à un brevet, le bureau des brevets, l'INPI, doit quand même valider qu'on est bien sur une invention technique, qu'il y a une vraie nouveauté. Enfin, il y a différents critères. Et du coup, c'est pas si simple que ça. Donc il y a les deux. Hein, il y a le côté juridique qui garantit qu'il n'y a que l'usine qui a le droit de refaire cette clé, juridiquement parlant, et le côté technique, comme c'est un brevet, c'est pas facile. Il y a une pièce qui va bouger, il y a un aimant, il y a un Hmm. système sur ressort, il y a une forme très spéciale dans la clé qui fait qu'il y a un brevet là-dessus. Donc, non, je dirais que les clés brevetées, alors ça fait pas tout, mais je dirais que c'est un minimum aujourd'hui. C'est un peu comme on peut pas avoir aujourd'hui un ordinateur sans mettre un mot de passe, ou un téléphone sans mettre un mot de passe sur le téléphone. Je dirais même quasiment la double authentification, c'est quasiment un indispensable aujourd'hui. On est un peu dans ce même genre de choses. Voilà, ça peut être contourné, ça peut tout ça, mais c'est quand même un minimum. Donc moi, je conseille toujours au minimum une clé brevetée, même dans les pas chers. Et bon, ça fait tout de suite monter un peu la note, hein. Mais sinon, du jour où on a la serrure, si elle n'est pas brevetée, j'ai envie de dire le lendemain, elle est déjà plus sécurisée, quoi. Hmm. Donc Ok, bon, c'est quand même important. d'accord, bah, super intéressant. Du coup, toi, c'est quoi le projet dont tu es le plus fier, tu dirais? C'est une bonne question. Tu me prends au dépourvu. On n'a pas préparé l'interview, surtout moi. Euh, Écoute, je pense que le projet dont je suis le plus fier, c'est le fait que j'ai réussi à faire de ma passion mon métier.
Mhm. J'ai évidemment autour de moi des gens qui globalement attendent la fin de journée pour pouvoir commencer à profiter de leur journée, si on peut dire. Ils rentrent chez eux, ils font ce qui leur plaît, leur passion, leur sortie, etc. Moi, j'ai cette chance que justement j'ai réussi à faire de ce côté un peu James Bond, un peu Arsène Lupin, un peu bricolage, un peu voilà le côté un peu passe-muraille, pouvoir magique. Bah, finalement, c'est ce qui me plaît et je le fais quasiment tous les jours. Bon, il y a évidemment de l'administratif, il y a du commercial, il y a tout ça qui est moins ma tasse de thé. Mais voilà, je pense que j'ai pas un projet en particulier, en tout cas pas qui me vient là. Peut-être que ça reviendra dans la discussion un peu après. Mais ça, je trouve que c'est un vrai plaisir. Et, euh, et indirectement, c'est lié à ça, mais il y a pas mal de choses ou quelques petites choses où j'ai des clients qui me disent ça fait 10 ans, 20 ans qu'on cherche une solution pour ça et que en quelques heures, quelques jours, bah, j'arrive à trouver une solution à leurs problèmes. Et ça, je trouve que c'est hyper satisfaisant. Euh, Parce que voilà, c'est évidemment, il y a une petite fierté, on va dire, à pouvoir réussir sur quelque chose qui était considéré comme difficile. Eh oui. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est vraiment le plaisir bah, voilà, d'être devenu d'une certaine façon le passe-muraille dont on peut toutes et tous un peu rêver. Euh, voilà, aujourd'hui, je dis pas que je peux tout ouvrir, loin de là. Mais en tout cas, voilà, c'est rare que je me dise, OK, il n'y a pas de solution. Il y en aura toujours une. Après, elle est peut-être difficile, elle est peut-être longue, elle est peut-être coûteuse, elle est peut-être, voilà, très compliquée à mettre en œuvre. Mais il y a un vrai plaisir là-dessus. Ok, d'accord, très bien. Et en tant que personne, est-ce que t'es plutôt... Enfin, en tant que personne, tu préfères le café, le thé, d'autres choses? Alors, je vais faire une toute petite digression. J'ai une nouvelle passion depuis quelques temps, c'est de fabriquer des stickers et des badges. Ok. Et du coup, j'ai envie de faire un sticker ou un badge un jour qui va répondre à ta question. Je ferais bien un sticker Doliprane Red Bull. Voilà, Ah, ça, ça c'est mon fonctionnement. Voilà, donc je suis plus Red Bull. J'aime pas le café. Le thé, ça dépend, ça va, mais c'est pas voilà, c'est pas ma tasse de thé. Désolé pour les blagues pas drôles. Mais non, voilà, moi c'est plutôt Red Bull. On me convertit doucement au Monster, mais bon, ça prend du temps. Euh, mais voilà, en fait, c'est lié surtout, je dirais, aux audits où il faut tenir. Bah, on se couche des fois à 3 heures du matin et on se relève à 5 heures. Donc, je pense que le café, ça suffirait pas. Donc voilà. Et puis Doliprane, parce que bah, le lendemain, on est quand même trop fatigué et il en faut. Et après, si tu posais la question à des gens avec qui je fais, par exemple, les intrusions, donc je pense à Sylvain Hagery des Pios, qui est un peu mon partenaire principal sur les intrusions, lui, il te dirait que je suis plutôt Red Bull Pringles. Voilà, c'est plus ok, le combo classique. d'accord, ok. C'est la première fois que quelqu'un me répond ça, mais très bien. Bon, écoute, Ok, et t'es plutôt mélomane, toi, ou pas du tout? Genre, t'écoutes de la euh, musique, tu fais de la musique alors musique, pas trop, j'en écoute pas mal, mais je suis pas du tout musicien. Euh, voilà, je suis plus. Non, je sais pas. Alors, c'est difficile de répondre à cette question sans y avoir réfléchi avant. Si tu précises un peu je dirais le sens ou Alors, voilà, ce qu'il peut y avoir. le sens, c'est que après, je vais te demander si t'as une musique préférée. Et si oui, laquelle? Alors, j'ai un peu honte de le dire, mais je suis un peu chauvin à niveau musique. J'ai du mal à écouter des musiques qui sont pas en français. Ok, C'est surtout parce que j'aime bien comprendre ce que j'écoute. Et même si je me débrouille en anglais pour discuter, dans les chansons, c'est pas facile. eh oui. Et puis les autres langues, c'est encore une autre histoire. Donc ça va être des musiques plutôt ce que je vais qualifier de rock alternatif français. J'ai eu toute une période Tête Red par exemple. Euh, Ok. et,
Voilà, aujourd'hui, plutôt, j'essaye et j'aime beaucoup plutôt des artistes féminins ou des artistes non binaires d'ailleurs, pour, voilà, pour changer un peu d'horizon. Il y a pas mal de choses assez sympas dans ce domaine. Et D'accord. voilà, si ça répond à ta Très bien. question. Bah oui, oui, oui. Moi, de toute façon, j'attends rien de particulier. Voilà, donc ça répond à la question. Et alors, du coup, ça laisse en suspens la prochaine question, qui est si jamais un jour tu devais te battre, si tu devais te battre, pour Ouais. une raison, ce serait sur quelle musique? Alors, il y en a Euh, beaucoup qui, de toute façon, ils n'ont pas prévu que ça leur arrive, du coup, ils répondent Benny Hill. Voilà. Mais, ouais. Non, sur quelle musique j'aime bien, on va dire que ça rejoint un truc que j'aime faire, qui est du parcours. Alors j'en fais peu malheureusement, mais j'en fais un peu. Et donc le parcours, pour celles ou ceux qui connaîtraient pas le nom au moins, c'est ce que font les Yamakasi, ou en tout cas c'est la même idée. Et j'aime beaucoup quand on les voit escalader un immeuble. Il y a un des, un des Yamakasi qui écoute de la musique. Je saurais même pas te dire le nom de ce qu'il écoute, mais je trouve que l'esprit, donc je dirais que c'est du rap, l'esprit de la musique qu'il écoute pour on va dire, se concentrer sur lui-même, pour faire sa grimpe sur l'immeuble, je trouve que ce serait une bonne musique pour se mettre en confiance s'il fallait se battre. Alors je ne me le souhaite pas spécialement, mais, euh, mais voilà, je trouve quelque chose ouais, d'assez intense, d'assez profond pour, euh, ouais, ok. pour être vraiment dans son corps. Et après, voilà, je pense que si on peut éviter de se battre, c'est bien. Peut-être que le parcours m'aiderait à justement. Il semble que on va dire la partie combat, c'est un peu la dernière étape, qu'il y a peut-être d'autres solutions avant. Bon, bah, c'est sûr que moi, j'essaierai certainement les autres solutions avant quand même. Ok, oui, puis c'est vrai que sur du parcours, Benny Hill, ce serait un peu, ça serait pas trop dans le ton, finalement. Ce serait peut-être moins adapté. Après, bon, tant qu'on est bien, hein, Oui, c'est voilà. vrai, c'est vrai, il y a pas de jugement, voilà. Chacun fait comme... ok, alors là, on va arriver à une série de questions. Le concept, c'est que tu me réponds entre 0 et 10. Basiquement, je te donne des sujets assez vagues, et tu les notes de 0 à 10. Voilà, le plus franchement possible, sans y réfléchir 1000 ans, tu me dis. Ok? Ok, et 10 c'est quoi? Ça veut dire 10 je suis plutôt d'accord, c'est plutôt bien, ou ça veut dire, c'est quoi enfin, ou peut-être qu'on va voir en fonction des questions, Alors, comment on 0, interprète. 0 pas du tout, 10 top. Voilà. Mais c'est Ok. ouvert à interprétation et même à l'anecdote, si jamais tu as des choses à en dire. Ok. Ok. Alors, sur une échelle de 0 à 10, la nature. Oh, bah, je dirais, on va dire, allez, je dirais 9,5 parce que je suis croyant mais pas pratiquant. Ok, donc t'aimes bien Voilà. la Je nature, mais pense, de loin, ouais, quoi. je pense que ouais, non, mais c'est important, c'est hyper important, mais je prends pas le temps et voilà. Donc, mais ouais, je pense que c'est une bonne chose. Ok, très bien. Donc du coup, t'es plus citadin que rural. Alors, dans les faits, ouais. Ok, d'accord. Mais je me verrais bien un jour vivre à la campagne, tout ça, mais peut-être pour ma retraite, quoi. Ok. Sur une échelle de 0 à 10, la chose la plus illégale que tu aies faite, que tu as été chopé ou pas. Hein. Tu nous as dit que t'avais jamais rien fait d'illégal, donc du coup, la plus illégale que tu as faite, c'était quoi? Ah bah là, il n'y a pas de note, là. Enfin, ou alors c'est toi qui dis 10 et c'est moi qui dois dire le truc, c'est ça? Comment? Non, non, selon toi, la chose la plus illégale que tu as Ah! faite. Ah, je dois la noter, mais je dis pas ce que c'est ça? Ah, t'es pas obligé. Tu peux le dire si jamais tu peux, mais t'es pas obligé. Oh, je pense pas que j'ai fait des choses vraiment illégales, mais ça a pu m'arriver une fois ou deux de faire un truc fourbe, un peu en contrepartie, tu vois. Je mettrais quand même un petit 7,5. Ah, 7,5, ok. Parce que 10, Il y a c'est quand même des genre trucs. Interpol. Non, mais 0, c'est non, jamais de la vie, j'ai même jamais menti, quoi. après, voilà, là, je donne quand même une interprétation à ma note. C'était pas illégal, mais
je pense que ceux qui ont essayé de me faire un truc à l'envers, quand moi je leur ai retourné le truc, ils l'ont senti comme un 7,5 ou un 8 quand même, quoi. D'accord. Tu veux en dire plus ou pas du tout? Non, je peux pas en dire Très bien, plus. pas de problème. Mais c'était mérité. Ok, Voilà. Mais c'est tout ce que je peux dire. très bien, très bien, très bien. Sur une échelle de 0 à 10, les écrans cathodiques. Bah, j'ai grandi avec. Aujourd'hui, mais bon, c'est une antiquité. Alors oui, c'est une antiquité, mais c'est un accélérateur de particules dans ton salon. Ouais, alors après, j'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Quand tu dis accélérateur de particules, dans le sens où ça peut, par exemple, à l'extrême, donner des cancers, des choses comme ça, Non, c'est juste que ou littéralement, c'est ça juste fait travailler les méninges parce que. Non, non, c'est juste littéral, puisque du coup, littéralement, c'est un accélérateur de particules. Du coup, moi, Ok. personnellement, je trouve ça super cool, mais c'est pas forcément ton cas. Ouais. Genre, Écoute, est-ce que tu ouais. apprécierais J'ai- avoir des écrans cathodiques ou... ouais, c'est un charme. Je trouve que c'est un charme, un peu les gros pixels, le fait que quand tu regardes vite, tu tournes la tête, tout ça, tu vois quasiment les lignes apparaître, le temps que ça s'imprime sur ta rétine et tout. Moi, je vais rester positif, je mettrai 8. Il y a quand même, c'est quand même gros, quoi. Aujourd'hui, les écrans plats, c'est quand même pratique. Euh, mais ouais, je mettrais 8 sur les écrans cathodiques. Après, il y a peut-être des choses que j'ignore, hein, sur la pollution, sur les risques pour la santé, tout ça, j'en sais rien. Mais au moins Hmm. sur ce que j'en sais, moi j'aime beaucoup regarder une bonne VHS, un petit Matrix bien délavé sur un écran cathodique, c'est un vrai charme, quoi. Ok, 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 très bien. Bon, ça va, on reste amis, alors. Euh, sur une échelle de 0 à 10, Internet. Internet, écoute, je vais mettre 6 Ok. parce que je pense que ça a beaucoup d'avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients. Et même si on a le droit de s'en passer, aujourd'hui c'est devenu difficile, même je dirais administrativement, c'est devenu obligatoire sur plein de choses, tout ça. Et, euh, et voilà, je pense que ça crée une vraie dépendance. Je dirais moi le premier, hein, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs. Voilà, ça c'est le côté négatif. Alors je pense qu'il y a un peu plus de positif que de négatif dans les faits. Je mets 6, mais ouais, c'est sans être tout à fait nostalgique et en essayant de ne pas être trop un boomer des années avant Internet. En tout cas, depuis des millénaires, on s'en passait très bien. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'humanité, en tout cas toute une partie de l'humanité, aurait du mal à s'en passer. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que ça ramène sur de la dépendance. Et tu vois, je vais me permettre de faire un parallèle complètement hors sujet. Mais tu posais la question du café tout à l'heure. Bah, je trouve que c'est une forme de dépendance que peuvent avoir certaines personnes. Bon, il y a la cigarette, il y en a d'autres, hein. Et je trouve que c'est toujours difficile. Moi, j'essaye en tout cas, je ne sais pas si j'y arrive, mais de ne pas avoir de dépendance parce que, bah, pour plein de raisons. Et quand je vois des gens, tu es en train de travailler ou tu es même en plein loisir et on te dit, ah là, il me faut une cigarette, là, il me faut un café. Bah, l'Internet, c'est devenu un peu ça aussi. C'est si t'as pas ta dose d'écran, si tu es en pleine nature, si t'as pas ta dose d'Instagram, Facebook, Discord ou autre, c'est une dépendance. Et donc, voilà, je trouve que c'est une forme de privation de liberté. Ouais. Ok, très bien, ouais, je suis assez d'accord. Ça se tient. On fera un Ok, podcast stylo, si tu veux, la prochaine fois. très bien, je garde ça dans une case. Alors, du coup, sur une échelle de 0 à 10, le C. Alors, étonnamment, je vais pouvoir te répondre quand même, parce que tu t'attends peut-être à ce que j'ai zéro réponse vu que j'y connais rien. Et c'est Alors, vrai, j'y connais rien. moi, je m'attends à rien. Je me Ouais, contente c'est de laisser les anecdotes se dérouler. c'est gentil, c'est moi qui projette trop. Euh, eh ben, j'ai essayé. Ok. De toute évidence, j'ai pas réussi. Euh, mais je mettrais quelque chose comme 7 parce que bon, pour moi, en tout cas, moi, je l'utilise pas en tant que codeur.
Mais je pense que je l'utilise tous les jours, essentiellement sans le savoir, que les ordinateurs, les téléphones, les satellites, un peu tout ce qui existe, une grande partie doit être codé en C. Quand j'ai essayé d'apprendre le C, j'ai trouvé assez joli le concept de gestion de mémoire, avec, alors je me rappelle plus les termes, mais les, 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 les pointeurs, je crois que ça s'appelait, Oui, un oui, truc les comme ça. pointeurs, tout à fait. Voilà. Et je trouvais que ça avait une forme allez, presque de beauté dans la création du truc, tu vois. Et Hmm. c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis énormément de temps avant même de m'intéresser au Python, qui avait une réputation probablement méritée de langage quand même assez bordélique. Euh, bon, j'en suis revenu parce que bah, c'est quand même assez accessible le Python, donc j'en fais pas, mais j'ai deux, trois bases et ça me permet au moins de le comprendre et de pouvoir comprendre ce qui est possible, pas possible. Mais voilà, donc le C, je pense que c'est ouais, un langage certainement intermédiaire entre très très bas niveau, type assembleur, et enfin, ce que moi je qualifie d'assez haut niveau, comme du Python, mais il y en a peut-être encore plus avec des concepts de no-code et tout ça que je connais pas du tout. Mais moi, ça me dérange un peu. Alors, je suis revenu un peu de mon analyse qui était trop complexe sur le C. Euh, mais, mais quand il y a des calculatrices qui pèsent 256 mégas, quand il y a des logiciels extrêmement simples qui font deux actions et qui pèsent plusieurs dizaines ou centaines de mégas, juste parce qu'il y a des dizaines de librairies qui sont absolument pas optimisées dedans, bah, je trouve que c'est vraiment dommage, c'est perdre un peu sans parler même de l'âme du truc, tout ça, on n'est pas obligé d'être trop accroché à ça, mais finalement, on perd l'intérêt pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Il y a un peu le côté, ouais, mais moi j'ai un ordi avec, je sais pas, 68 gigas de RAM, 4 Tera d'espace disque et tout ça, et j'ai un i9 par exemple. J'utilise des termes que je maîtrise pas, mais bon, qui existent, qui je crois veulent dire quand même ce que j'essaye de dire. Mais que derrière, les personnes, elles n'ont pas des ordinateurs à 6 500 euros, elles ont des ordinateurs à 400, 500 euros, et qu'on n'arrive même pas à ouvrir Word ou Excel, euh, alors que sur un Windows 3.11 qui avait 100 150 mégas, et encore, il y avait peut-être 5 mégas de mémoire, même de disque dur et tout ça, et ça marchait très bien. Bah là, je trouve qu'il y a un décalage entre les capacités attendues et les capacités réelles. Euh, voilà. Donc sans être trop extrémiste sur ça, je trouve que c'est dommage. Voilà. Et donc le C, à mon avis, il a ce bon rapport. Quelqu'un qui sait coder en C, au moins il a la notion de ces problématiques, qu'il l'utilise ou pas. Donc voilà, moi je suis assez même admiratif des gens qui sont capables de faire ça, parce que ça demande un vrai travail pour y arriver, quoi. Ok. Eh ben, écoute, super réponse. Parce que tu disais que tu t'y connaissais pas. Eh ben, en fait, techniquement, c'est une super réponse. Voilà. Et j'ai l'honneur de te dire qu'on va rester amis aussi sur cette réponse. Donc, c'est bien. C'est gentil. Ok, d'accord. Et alors, du coup, toi, tu aimes bricoler? Ouais, on peut dire ça, ouais, dans une certaine mesure. Ça dépend de la forme de la question, mais vas-y, je pourrais préciser certainement. Bah, je sais pas, est-ce que tu bricoles dans ta maison? Est-ce que tu bricoles des projets secrets dans ton garage? Est-ce que... Alors, bah, alors non, voilà. Réponse simple, non. D'accord. Parce que je suis justement vraiment un ultra geek des serrures, avec ses avantages et ses inconvénients. C'est que par contre, je peux bricoler une serrure pendant des heures. Alors, j'ai D'accord. plus trop le temps maintenant, voilà, mais c'est ce qui me plaît. Je peux cataloguer des serrures et des clés. Je peux ouais, passer des heures à démonter une serrure. Tu vois, par exemple, à faire du reverse engineering sur une serrure. Donc moi, je range ça dans la catégorie bricolage. Mais je suis pas très fan de bricoler à la maison. Je le fais quand il faut.
euh, parce que bah, il faut le faire, hein, voilà, c'est important. Mais c'est vrai que c'est pas ma passion. Tu vois, j'ai essayé la menuiserie, c'était moche. Donc, faut aussi connaître ses limites. Euh, et alors que dans les serrures, bon, malgré tout, je m'en sors pas trop mal. Et, euh, et ça, j'adore. Tu vois, par exemple, fabriquer des outils. Tu vois, là, on va être peut-être entre deux. Fabriquer des outils qui permettent de crocheter des serrures. Ça, c'est un peu mon plaisir. Euh, Très peu de choses que je sors derrière comme produit fini à vendre. Je le fais Ok. vraiment pour mon plaisir. Mais c'est un peu tu vois, le côté, je reviens beaucoup sur le côté hacker mécanique, c'est trouver la faille. C'est dire, OK, là, il y a une serrure. Sur le papier, elle ne peut pas s'ouvrir sans la clé. OK, comment on passe de de cette expression presque marketing, de dire, voilà, vous ne pouvez pas ouvrir notre serrure sans la clé, à une réalité technique, moi, j'arrive à l'ouvrir sans la clé. Ou même si c'est pas moi, au moins, c'est possible, tu vois, de trouver le truc qui fait que c'est possible. Après, il faut des fois un certain talent que moi, j'ai pas sur l'utilisation de l'outil. Mais voilà, ça, moi, je peux littéralement passer des heures à, à concevoir un outil, à le fabriquer. J'utilise beaucoup l'impression 3D qui permet de faire des prototypes en quelques minutes, quelques heures. Je recommande beaucoup autour de moi de vraiment. Tu as une imprimante 3D, tu en as à 150 euros. Donc c'est devenu accessible, pas nécessairement pour tout le monde, mais aujourd'hui, rien qu'un aller-retour, je sais pas, Lyon-Paris ou Paris-Marseille, c'est déjà plus cher que ça. Et oui. Donc c'est des choix à faire et je trouve qu'une imprimante 3D, ça peut résoudre, tu vois, voilà, moi, des bricolages, je vais le faire en impression 3D. J'ai un problème sur ma douche, je vais faire un adaptateur en impression 3D. J'ai le tuyau de mon aspirateur qui se connecte plus sur le machin au bout. Et ben, je vais faire un adaptateur en impression 3D. J'ai envie de regarder une série sur mon téléphone. Mon téléphone, il fait que glisser parce qu'il tient pas contre la bouteille de lait et l'assiette de pâtes. Bah, je vais faire un petit support en impression 3D. Donc voilà, c'est là où je vais être un peu plus bricoleur peut-être voilà, Ok. que ce que peuvent être certaines personnes qui n'ont pas la démarche de dire ok, vas-y, je vais essayer. Bah, je trouve que l'impression 3D, en fait, ça a beaucoup, je trouve, ça a démocratisé le bricolage d'une certaine façon. Et je suis encore surpris de voir qu'il y a très peu de gens qui finalement l'utilisent. Ouais, qui Ouais, dans la vie l'utilisent. de tous les jours. Alors que les gens vont avoir un air fryer où ils vont avoir, je sais pas, un truc à trancher le pain, alors que bon, tu peux le faire avec un couteau. Alors qu'une imprimante 3D, bah tu vois, je reviens un peu sur le terme que j'utilisais tout à l'heure, c'est un super pouvoir. Oui, c'est Tu vrai. peux créer de rien, tu peux créer des objets. euh, et voilà. Et moi, je l'utilise en particulier pour la partie serrure, pour fabriquer des outils pour les serrures. Euh, mais ça sert aussi dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ça c'est mon bricolage. Ok. Bah écoute, super réponse, parce que finalement, c'est carrément du bricolage. Et en plus, du coup, tu parles de l'impression 3D. Alors moi, j'ai une anecdote complètement pétée pour ça, mais en gros, depuis que je suis tout petit, tu sais, je fais des robots. C'était souvent avec des trucs que je récupérais, genre des, des vieux trucs, bref. Et depuis que l'impression 3D est rentrée dans ma vie, j'avoue que c'est comme tu le dis, c'est un nouveau super pouvoir, quoi. C'est comme si tout avait changé. Et, du coup, bien vu, bonne réponse. Et, est-ce que alors tu nous disais que t'étais pas forcément mélomane à fond, mais est-ce que t'es plutôt cinéma? Je vais te décevoir, je suis pas Ah très bah, cinéma. ok. T'as pas de film préféré? Ah si, si, si. Bah d'ailleurs, tiens, je vais faire un 0D que tout le monde n'aura rien à faire. Mais je vais donner une info que assez peu de gens connaissent parce que elle est pas intéressante peut-être, hein, tout simplement. Mais mon pseudo Mister Jack, il vient de L'étrange Noël de Monsieur Jack, Ok. qui est voilà parmi mes, je dirais deux trois films préférés. Euh,
Et je trouve que c'est un super film. Le fait que ce soit de l'animation, c'est quelque chose, je trouve, assez extraordinaire. Mhm. J'avais eu la chance, quand j'étais enfant, d'avoir un prof de français euh, avec qui on s'appréciait pas du tout. Et on a appris à s'apprécier et qui nous faisait découvrir des films, je dirais, ce que j'appellerais films d'auteur. Alors, je sais pas si on peut considérer ça comme un film d'auteur, mais des films un peu particuliers en tout cas. Et, euh, et voilà, il nous avait fait découvrir ça quand on était au collège, je crois. Et voilà, j'en garde un super souvenir. Je l'ai regardé beaucoup de fois et je le regarderai encore beaucoup de fois. Euh, voilà, ça tu vois, un de mes films préférés et c'est pour ça, justement, le pseudo Mr. Jack vient de là. Et voilà, pour la plus grande déception de tout le monde, ça vient pas pour le Jack Daniel ou d'autres choses. Ouais. Je Euh, préfère cette réponse que le Jack Daniel personnellement. Après, chacun son truc. Mais... donc voilà, non, ça, c'est un film que j'adore. Dans les classiques, je mettrais Matrix. Alors, c'est peut-être trop facile, mais en tout cas, je dois pas être la seule personne qui considère ça comme un bon film. Mais voilà, qui a énormément de sujets hyper intéressants. Oui, Euh, c'est vrai. et, et voilà, je trouve que c'est un super truc. Voilà. Si ça répond au moins facilement, on va dire, à ta réponse, à ta question. Euh, Euh, ouais, ouais, non, non, si, si, très bonne réponse. Bah, puis, de toute façon, après, les goûts de chacun, et ça regarde chacun. Donc, du coup, non, très bien. J'avoue que l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça fait partie aussi de mes petits plaisirs coupables, j'ai envie de dire. Alors, coupable, en fait, pas du tout, hein. Vraiment, j'aime bien ce film, mais voilà. Je le regarde au moins une fois par an, je crois. Ok, et en tant que personne, t'es plutôt rétro ou futuriste? on a le droit d'être rétro-futuriste ou pas? Ah oui, clairement. Moi-même, je suis rétro-futuriste, donc voilà. Ah bah voilà, écoute, ça sera. Ouais, je pense que je répondrai ça. Faut Ouais, savoir. Je pense qu'il faut pas vivre trop dans le passé. Tu vois, j'essaye de. Ouais. Mais faut faire attention au progrès aussi. Je trouve ce qui est difficile aujourd'hui, le côté futuriste qui me dérange un peu, c'est un peu c'est les clients qui sont devenus le produit et tout ce qui est ouais. information personnelle et tout ça. Le côté Je dystopie, trouve quoi. voilà, c'est devenu. En fait, c'est devenu trop évident, trop facile. La question est même plus posée. Tu arrives sur un site, il y a des cookies. Voilà. OK. Il y a pas le bouton non, tu vois, des fois. Je trouve que ça, c'est pas. C'est une forme un peu négative du progrès. Puis tu vois, ça, indirectement, le fait que. Ah bah OK, maintenant on est des ordi ultra puissants, on va faire des calculatrices qui pèsent 250 mégas. Alors qu'on a fait voler des navettes spatiales sur des ordinateurs qui avaient peut-être 256 kilos de mémoire, tu vois. Euh, Ça, c'est un côté un peu négatif, je trouve, du côté trop futuriste, d'aller trop vers la facilité et d'oublier un peu certaines bases. Euh, et à l'inverse, je pense que c'est important de ne pas vivre dans le passé. Il y a des évolutions, il y a des nouveautés. euh, il faut en profiter. C'est sympa. Donc, euh, donc ouais, je pense je pourrais me qualifier de rétro-futuriste de ce point de vue-là. Moi, j'adore quand tu bricoles les cabines téléphoniques. Ouais. Je trouve ça assez magique de pouvoir faire revivre un élément du passé comme ça. C'est un peu de l'archéologie numérique. Je sais pas si le terme existe, mais bon, voilà, Oui, je, bah, je, je verrais ça comme ça. Tu vois, les gens qui travaillent sur du Minitel, je trouve qu'il y a un côté sympa, sans considérer que c'est indispensable ou qu'il faudrait surtout pas évoluer, mais en tout cas de savoir garder vivant des savoir-faire un peu anciens. Alors, c'est vrai sur le numérique, mais moi je l'appliquerai aussi sur un peu tous les métiers, toutes les connaissances. Euh, et, et tu vois, moi c'est un peu proche de mon domaine, la partie serrurerie, enfin, voilà, de voir les personnes qui font du fer forgé, de voir les vieilles serrures. Moi, je suis pas un grand passionné des vieilles serrures. Je suis plus pour la modernité, sans aller sur l'électronique. Là, je suis un peu contre les serrures électroniques, mais j'aime bien les mécanismes un peu évolués.
mais je comprends tout à fait et j'adore les vieilles serrures qui sont vraiment bien faites. Il y a une histoire, une serrure qui s'appelle la serrure de Marseille, qui était un concours entre deux équipes de compagnons, je dirais, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais qui devaient se décider qui allait diriger la ville pendant, je crois, 5 ans. Alors, pas vraiment diriger la ville, mais plutôt quelle équipe de compagnons serait l'équipe officielle pour les travaux à faire dans cette ville. Et du coup, c'était pendant des semaines, peut-être même des mois, un concours de qui ferait la meilleure serrure. Oh. Euh, il y a une histoire, enfin voilà, je trouve que c'est une histoire assez belle là-dessus. Voilà, aujourd'hui, cette serrure, elle a disparu à ma connaissance, mais, euh, mais voilà, Ok. d'être capable de faire quelque chose vraiment de qualitatif, et voilà, je pense que c'est important de garder ça à l'esprit. Tiens, la serrure de Marseille, alors ça, je connaissais pas du tout. Du coup, je vais garder ça dans un coin de ma tête et je vais regarder, ça a l'air ouf. Et, bah, ouais, c'est une histoire assez intéressante et bon, qui est très courte aussi. Donc c'est pas Oui, un livre. Je crois qu'il y a un petit fascicule d'une vingtaine de pages qui existe qui raconte ça. Et voilà, ok, c'est sympa. fort bien. Et quand t'étais gamin, est-ce que tu sais comment t'étais? Est-ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu t'en souviens? T'étais quel genre de gamin? Ah, j'étais un petit con. Ah ouais? Euh, alors j'ai peut-être pas beaucoup changé d'ailleurs pour ça, mais bon, je pense que les gens osent plus me le dire peut-être. J'en parlais encore, je crois hier ou avant-hier. J'étais le genre, j'étais très pédant, pas que ça ait changé, encore une fois, hein, ça se trouve, mais bon. Maintenant, je peux en avoir conscience peut-être. Mais typiquement, quand je disais un gros mot dans la cour et que les maîtresses me disaient t'as pas le droit de dire ça, c'est un gros mot. Et je leur disais ouais, mais c'est dans le dictionnaire, donc j'ai le droit. Ah, ah. Euh, donc j'étais assez insolent. euh, et j'avais la chance d'avoir quelques facilités scolaires et du coup j'en jouais un peu. Parce que bah, on pouvait pas dire que j'étais un sale gosse, parce que bah, j'avais des bonnes notes, parce que j'étais quand même assidu, parce que tout ça. Mais voilà, j'étais désinvolte, tu vois, on pourrait dire. Ok, Et, désinvolte. ouais, je pense que ça me correspondait bien en tant qu'enfant. Après, j'étais curieux, j'étais un peu, d'une certaine façon, un peu marginal. Bon, je faisais du feu dans ma chambre. Euh, Voilà. Je venais en jupe à l'école. Ça, je l'ai fait pour la rentrée de terminale, je crois. Je l'ai fait, je suis venu en jupe. Tu vois, il y avait un petit côté un peu pour voir, tu vois. Et puis bon, ça me faisait plaisir, mais il y avait un petit côté, Tester les ouais, limites, quoi. ouais, un petit peu, ouais. Ok. Et pourquoi t'avais fait du feu sans indiscrétion? Bah, c'est cool le feu. Ok, Tout le monde aime faire du feu. très bien. Très bonne réponse. Ok. Euh, Et j'ai même réussi à me cramer les cheveux, hein, comme ça, mais bon, Ah, c'est. Voilà, tu vois, j'ai testé les limites. Bon, bah, il y en a que j'ai testé un peu trop loin. Bon, bah, voilà. Et ma belle chevelure a pris feu. Bon, bah, je le savais, le feu, ça brûle. Bon, bah, voilà. Mes parents m'ont dit, bah, tu le savais. Bah, ouais, je le savais. Bah, eh, voilà. eh oui. C'est comme Euh, ça. Moi, un jour, j'ai perdu une partie de mes sourcils en m'amusant avec un patator. Voilà. Du coup, le Ouais. feu. Ça, c'est classe quand même. Ah bah, le feu, c'est classe. Donc, très bien. Ouais, c'est classe. Ah, moi, j'applaudis. Je dis bravo. Tu vois, tu m'as pas demandé, mais moi, je mets 10 sur 10 pour ça. Ah, ok. Je, Bon, je mets 10 sur 10. Ça vaut. bon, bien. Bon, bah, dans ce cas, je suis content d'avoir perdu mes sourcils. Et si t'avais 1 million d'euros à dépenser, qu'est-ce que t'en ferais? C'est difficile, hein. Écoute, moi j'aime bien, j'essaye. C'est pas toujours évident de, d'une certaine façon, de partager. Et je vais pas dire que je suis, tu vois, je trouve que ce serait trop facile parce que c'est pas vrai dans mon cas de dire je donnerai tout aux associations, à tout ça. Euh, et là, c'est encore, on va dire, c'est certainement mon côté un peu pédant.
de vouloir quand même garder une forme de maîtrise de ce que je ferai avec. Mais j'ai eu la chance quand, on va dire, au cours de ma vie, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné. Et sans répéter la réplique de Astérix et Cléopâtre, que la vie c'est fait de rencontres et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu, quand j'ai débuté dans le crochetage, dans l'impressionning, dans tout ça, je me souviens quand j'allais chez des serruriers, des serrurières, leur poser des questions, qui m'ont donné des infos, qui m'ont donné des serrures, qui m'ont donné des outils. Quand plus tard j'ai rencontré des vrais passionnés de crochetage, il y a des gens qui m'ont donné, honnêtement, si on faisait le compte, probablement pour des milliers d'euros de matériel, si en tout cas j'avais dû l'acheter, tu vois, au prix neuf, tout ça. Mhm. Et du coup, ce que j'essaye de faire, et donc tu me poses la question, si j'avais 1 million d'euros, voilà, j'imagine, enfin, à mon avis, je ferais la même chose et juste à une échelle peut-être plus élevée, mais j'essaye de rendre au suivant. Tu vois, de ne pas rendre à ceux qui m'ont donné, parce qu'eux, ils en ont, entre guillemets, plus besoin, tu vois. Ceux qui m'ont donné, par exemple, des serrures ou qui m'ont permis d'accéder à des événements ou à des trucs. Si aujourd'hui je les ai invités à un événement similaire, ils y ont déjà accès, ou c'est peut-être même eux qui l'organisent de toute façon. Euh, Ils ont déjà des milliers de serrures eux-mêmes. Mais du coup, c'est plus ce côté-là de permettre, en un sens, je le fais déjà. Là, tu vois, par exemple, sur les audits, euh, je, les audits, ça se facture relativement cher. Mhm. Et mon but n'est pas de gagner tout cet argent, mais de permettre, par exemple, à des gens qui sont ce que je vais appeler juniors dans le terme un peu cyber, tout ça, de participer, de pouvoir les rémunérer là-dessus, euh, et de pouvoir faire, moi, ce que je qualifie un peu, alors je ne sais pas si le terme est adapté, mais de mécénat, tu vois, de donner du matériel. Moi, je me souviens, la première machine à clé que j'ai, hein, j'en parlais un peu tout à l'heure, que j'ai toujours, il m'est arrivé de donner des machines à clé, euh, de financer la formation de, tu vois, de quelqu'un, pour lui permettre d'accéder à des choses auxquelles moi j'ai eu accès d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, Ok. je sais pas si ça répond. Enfin, tu vois, je peux pas te dire, je vais ventiler ça, 10 000 là, 100 000 là, voilà. Mais je trouve que c'est important aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir 1 million d'euros pour vivre tous les jours. Enfin, voilà. Après, si tu veux prendre ta retraite demain, c'est sûr que si t'as 1 million d'euros, peut-être que c'est bien. Oui. Euh, mais je trouve que c'est bien de pouvoir justement partager, pas que financièrement, mais par du matériel, par l'accès à des informations, l'accès à des événements. Moi, je crois beaucoup dans les événements type le hack, type il y a un truc qui s'appelle la LogCon, donc conférence des serrures, qui a normalement lieu tous les ans. Là, c'est la première année depuis 10 ou 15 ans qu'il n'y a pas. Oui. Mais j'espère qu'il y aura l'année prochaine. Euh, voilà, je trouve que, en tout cas, voilà, de pouvoir utiliser son argent pour faciliter la vie des gens dans lesquels on croit. Là, mon take à moi, c'est de dire, je veux pouvoir, entre guillemets, choisir à qui j'ai envie de rendre ce que moi on m'a donné. Euh, et, Ok. et voilà. Je pense que ouais, Super réponse. Ok, c'est très bien. ma façon d'essayer de vivre en tout cas. Ok, très bien. Alors j'écouterai les autres podcasts parce que tu m'as posé la question hors antenne avant le début, et donc j'ai honte de dire que je n'ai pas écouté tes podcasts avant. Euh, voilà, j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps, mais bon, voilà. Je pourrais dire que c'était pour me garder, tu vois, la surprise, Oui, l'honnêteté. c'était pour Mais non, garder voilà, le... je l'ai pas fait. Mais du coup, je suis curieux maintenant de savoir un peu ce que les autres personnes ont pu dire. Alors pas spécialement sur cette question-là, mais comme tu en parles là, Euh, c'est intéressant. ok. Est-ce que tu te souviens du pire conseil qu'on t'ait donné? Euh, non, c'est difficile parce que le pire conseil, en un sens, les conseils, ça reste des conseils. À chacun de choisir de les suivre ou pas. Oui.
Je pense qu'on m'a donné certainement des mauvais conseils, mais alors soit je les ai pas suivis, soit bah, je les ai suivis, mais je pense que je pouvais m'en prendre qu'à moi parce que bah, j'ai choisi de les suivre. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait aussi beaucoup de bons choix, de bonnes décisions. Aujourd'hui, je considère que je m'en sors pas trop mal, et c'est un euphémisme. Donc, non, j'ai presque envie de donner une réponse. Alors, je suis désolé, hein, je casse un peu ton truc. T'auras le droit de couper au montage. Mais on m'a donné des bons conseils que j'ai pas suivis. Et tu vois, ça, je trouve que c'est plus grave. Ah, Euh, parce que j'avais le choix de pas les suivre. Hein. Moi, j'ai peut-être considéré que c'était un mauvais conseil, ou je dirais que j'ai considéré que c'était difficile à appliquer, et c'est pour ça que je les ai pas suivis. Mais il y en a peut-être où j'ai considéré que c'était une mauvaise idée, et j'ai dit non, je vais faire autrement, j'ai raison. Et puis je me suis trompé. Et je trouve que ça, c'est plus important. Euh, Parce que c'est à la limite, c'est là où il y a des choses que j'ai ratées. D'autant plus, je me dis, on me l'avait dit pourtant. Et, euh, et en fait, moi, je donne les mêmes conseils autour de moi maintenant en me disant, on m'a donné ce conseil et je ne l'ai pas suivi. Donc maintenant, je sais à quel point c'était un bon conseil. Donc je le donne autour de moi et les gens ne le suivent pas non plus. Bon, je me dis, bah, c'est que le conseil est difficile à transmettre finalement. Je devrais peut-être, tu vois, travailler là-dessus, me dire, OK, comment ce conseil-là, je peux le transformer pour que les gens maintenant le suivent, parce que moi, c'est, ça m'a, ça m'a pris beaucoup d'énergie d'avoir pris cette mauvaise décision, de ne pas avoir suivi ce conseil. c'est un conseil avec un problème de marketing finalement. Ouais, ouais, il y a un peu ça, ouais, il y a un peu ça. Mais après, il y a des choses dans la vie, il faut en faire l'expérience soi-même. Eh oui. Mais, euh, mais tu vois, j'ai un peu envie du coup de le donner ce conseil maintenant, en me disant, même s'il n'y a qu'une personne qui écoute ce podcast et qui le suit, en un sens, j'aurais réussi cette partie-là. Si les gens peuvent ne pas échouer là où moi j'ai échoué, si on peut dire. Alors qu'un conseil qui peut paraître très, je sais pas comment dire, bon bref, je vais le donner. Si on monte une société, alors moi je trouve que c'est bien de monter son entreprise. Moi je suis en tout cas hyper content d'avoir fait ça. Mhm. C'est une forme de liberté bah, qu'on peut pas avoir quand on est salarié, ou très difficilement, hein, ça dépend certainement qui on a comme patron ou comme patronne. Mais, euh, mais voilà, ça déjà, c'est presque un conseil que j'ai envie de donner, mais ça, il y a plein de gens qui le font déjà. Hein. Si vous avez envie de monter votre entreprise, j'ai envie de dire faites-le, alors, avec les garde-fous, avec les sécurités qu'il faut, tout ça. Mais si vous montez une entreprise, il y a un petit concept qui est pas toujours évident à comprendre et à mettre en œuvre. C'est de faire ce qui s'appelle, pour les termes un peu pompeux, qui s'appelle une holding. Mais en tout cas, c'est de faire une entreprise qui est que à vous. Et même si vous voulez monter une entreprise avec quelqu'un, moi aujourd'hui j'ai une de mes entreprises où je suis associé avec quelqu'un, et cette personne a aussi sa propre entreprise seule, et moi j'ai ma propre entreprise seule. Et l'entreprise qu'on a ensemble, c'est une entreprise en commun, mais on a quand même chacun notre indépendance. Hmm. Et ça, je trouve que c'est important. Euh, que ça se passe bien, que ça se passe mal, mais il faut savoir qu'en entreprise, ça se passe pas toujours bien. Alors moi, j'ai la chance qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Hein. Mais ça, c'est important parce que, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a toujours un jour où on aura envie, on aura la passion de faire un truc que l'autre personne va dire, bah écoute, moi, je suis désolé, ça me passionne pas, ou j'y crois pas. Je pense pas que ça va marcher, ou je pense que c'est un gros risque. Je veux pas risquer de couler la boîte à cause de ça, ou tout simplement ça me passionne pas. Voilà, moi j'ai la chance dans la plupart de ce que je fais de le faire par passion. Et donc l'avantage d'avoir une entreprise 100% à soi, et qu'après tous les autres projets on le fait avec d'autres gens, voire même en leur conseillant d'avoir aussi leur indépendance, d'avoir une entreprise que à eux, et derrière de faire un truc en commun, et ben ça donne une forme de liberté intellectuelle, que si la personne dit écoute, moi ton projet il me plaît pas, ça m'intéresse pas, de dire ok, du coup je vais me permettre dans la discussion, hein, si la personne évidemment est pas opposée, si ça fait pas concurrence, etc. Mais je vais me permettre de le faire avec mon activité à moi tout seul, ou de le faire avec quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus passionné par le projet, ou qui acceptera de prendre le risque, ou qui aura une vision différente.
Et à ce moment-là, la personne même en face va beaucoup plus facilement respecter ça, sans craindre que c'est malveillant ou que c'est voilà. Et puis si ça marche pas, eh ben on prend notre risque pour nous, Hmm. sans faire porter le risque sur quelqu'un d'autre finalement. Donc il y a aussi cette forme de respect qu'on apporte aux autres. Euh, et voilà. Et ça, je trouve que c'est un petit truc. Alors ça sort un peu du thème là, mais typiquement, alors, pour rester un peu dans le thème, j'en ai parlé à Shutdown, un des conférenciers habituels du hack, et un très bon copain, Charlie Bromberg. Euh, Moi, je lui ai donné ce conseil. Je crois qu'il l'a suivi, mais on pourra lui demander ou on pourra regarder. Mais parce qu'il avait un projet et je lui ai dit, ton projet, il est hyper cool, mais toi, tu n'es pas que ce projet. Et si tu fais ce projet avec une personne, et ben derrière, tu n'as plus de liberté pour faire d'autres choses si un jour tu as envie de faire autre chose. Et voilà. Mais il y a quelques autres personnes à qui j'en ai parlé, qui, dans l'urgence, dans l'économie, de dire, bah non, je vais pas monter deux boîtes en même temps, l'ont pas fait. Et qui aujourd'hui se disent, ah bah du coup, j'ai plus trop ma liberté, etc. Et, euh, et voilà. Donc bon, désolé, j'ai fait une grande parenthèse, tu auras droit d'en couper une partie au montage. Mais ça, je trouve que c'est important parce que dans le monde hacker, dans le monde de la sécurité, voilà, on est pour une forme de liberté intellectuelle. Hein, c'est un peu je dirais presque le fondement du hacking. Quand arrive le côté professionnel, évidemment, on ne veut pas tomber dans une logique capitaliste, tout ça. Euh, mais du coup, ça, c'est l'entre-deux. En fait, c'est la façon de se garder en tant qu'individu une forme de liberté professionnelle. Et je trouve que c'est important. Ok. Voilà. Donc Donc, faire une... écoute, ouais, je peux pas te répondre autrement à la question. Je suis désolé, c'était pas ta question, mais c'est ma réponse. Bah non, mais super intéressant. Et du coup, le conseil, c'est faire une holding pour ses projets. Voilà, donc voilà, dans les faits, ça s'appelle une holding, mais souvent le mot holding, il fait peur. On a l'impression que ça va être une multinationale. Enfin voilà. Mais pas du tout. En fait, c'est vraiment, moi je considère que ma société, qui est techniquement une holding dans les faits, en fait, c'est juste ma personne, mais sur le plan juridique, c'est ma personne morale. Mais ma société, elle s'appelle AT Security, je veux dire, c'est mon nom, et Security parce que je fais de la sécurité, mais du coup, c'est littéralement ma personne, mais j'ai le droit de faire des factures et de faire des paiements en récupérant la TVA avec ce nom-là. Mais c'est lié quand même à ma personne, quoi. C'est même pas mon projet, c'est juste moi voilà, au niveau professionnel. Ok, très bien. Eh ben écoute, non, ouais, ça me semble vachement intéressant. Et est-ce que tu as de la nostalgie pour une époque que t'as pas connue? C'est une question marrante. Euh, Écoute, moi j'aime beaucoup. Alors je suis pas un grand lecteur ou je le suis un peu plus maintenant, mais en fait j'ai grandi avec Arsène Lupin. C'est les seuls livres que j'étais capable de lire. Ok. Euh, et du coup j'aime beaucoup cette époque. En tout cas sur le papier, hein, voilà, c'est difficile de se rendre compte. Mais c'est l'époque, on va dire, avant Première Guerre ou entre deux guerres. Euh, et voilà, je trouve qu'elle a un certain charme. Et puis, bah, certainement parce que c'est Arsène Lupin, parce que tout ça, mais en fait, c'est un peu, j'ai envie de dire, le début du crochetage, parce qu'avant cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de serrure sécurisée. Et du coup, je pense que je me serais ennuyé avant ça. J'aurais pas su quoi crocheter. Euh, et du coup, ouais, je pense que je pourrais probablement appeler ça la belle époque des serrures aussi, tu vois. Parce Ok. qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile. Parce que Donc, ouais, voilà. c'est si je me trompe pas, l'époque victorienne, quoi, il y a 200 ans, dans ces eaux-là, ou pas du tout? Non, mais c'est plus récent, c'est les Plus années récent? 1800, à partir de 1880 Ah oui, ok. jusque 1900, 1930. D'accord. Donc non, non, c'est quand même plus récent. Mais voilà, ça c'est une époque qui aurait pu me plaire. Et Ok. après, je sais pas si on a le droit de répondre avec une époque imaginaire, mais le style Jules Verne, un peu steampunk, donc une époque qui n'existe pas vraiment, qui n'a jamais vraiment existé, mais je trouve que voilà, c'est assez joli. Ok, très bien. Moi, je suis full d'accord sur le côté Jules Verne. C'est vrai que je suis un fan un peu de ça. Et j'avoue que j'ai pas connu.
Il devait sûrement y avoir des tas de problèmes. Je suis sûr que tout n'était pas parfait. Mais il me semble que tout est plus agréable dans un endroit joli. Et c'était une belle époque. Donc voilà. Peut-être que c'est Ouais. pas du tout le cas. Ok. Non, c'est vraiment ça. D'accord, d'accord. Très bien. Et du coup, devant toi, il y a quoi là sur ton bureau? Oh là là, tu veux pas savoir. Ah, moi je veux tout C'est savoir. un bazar. C'est un bazar. Moi, les gens, quand ils viennent chez moi, je leur dis, s'il te plaît, dis rien sur le bazar, parce que je le sais déjà. Et vraiment, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Écoute, j'ai un flipper zéro. Ok. J'ai une agrafeuse. Euh, j'ai un cutter. C'est pas bien, c'est dangereux. Écoute, j'ai un prototype d'un Digilab. Ah, Voilà, qui est là, qui est encore sur son PCB, celui-ci, mais parce qu'il a, je crois qu'il a pas les puces, il a pas tout. Mais j'ai quoi? J'ai un caméléon. ok. Alors pas un vrai caméléon, hein, mais un caméléon ultra pour copier les badges et émuler les badges. Voilà, ça peut partir dans tous les sens là, hein. C'est très dangereux cette question parce que j'ai la carte de visite d'une personne qui fabrique des vitraux féministes qui sont super. Hein, des Euh, vitraux féministes? ouais, ouais, qui fait des petits vitraux, j'en ai acheté un qui est top. Genre Euh, spécialisé là-dedans, dans les vitraux féministes. ouais, ouais, Oh, c'est merveilleux. classe. Euh, je sais pas si tu veux que je fasse la pub, si on peut faire de la pub. Oh, tu peux, hein, tu peux. Ouais. Y a pas de problème. Ouais, ça s'appelle Tue l'amour. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quand même des serrures découpées, des morceaux de serrure devant moi en vrac, qui m'empêchent quasiment d'atteindre mon clavier. Euh, j'ai un pied à coulisses parce que moi je considère que le pied à coulisses c'est le meilleur outil de crochetage du monde ou le meilleur outil d'ouverture du monde. Avec ça, on fait plein de choses. On analyse les serrures, on mesure les clés, on, on vérifie les bêtises qu'on a faites en impression 3D, on voit que ça n'est pas les bonnes dimensions. Donc voilà, ça, moi, je pense que j'ai au moins 10 pieds à coulisses. Alors devant moi, j'en ai qu'un, mais je peux pas me retrouver dans une pièce où j'ai pas de pied à coulisses. Donc en fait, j'en ai plein parce que voilà, il faut que si je me retourne, j'ai un pied à coulisses sous la main. Je peux pas aller dans l'autre pièce chercher le pied à coulisses. Ok. Euh, voilà. C'est après, j'ai des ébauches de clés aussi. J'ai fait faire des ébauches avec d'un côté plus ou moins mon blog. Alors j'ai mon blog frenchkey.fr et là j'ai fait une espèce de portfolio qui s'appelle frenchkey.tools où j'ai noté, hein, enfin j'ai mis un peu les différents outils que j'ai fabriqués au fil des années, une espèce de mémoire de ce que j'ai pu faire. Et Nice. voilà. Donc j'ai fait ça, voilà. Et de l'autre côté, je me suis fait plaisir, j'ai écrit Princesse Serrure, tu vois, sur mes clés. Parce que je trouve que voilà, c'est important d'avoir le côté voilà, faut se faire plaisir. Donc, je trouvais que le côté princesse serrure était adapté. Euh, j'ai une lime, parce que ça, pour moi, c'est le deuxième outil le plus important en ouverture. C'est la lime, avec le pied à coulisses. Avec une lime, on peut tout faire. Voilà, on peut faire des outils, on peut faire des clés. Voilà, si tu veux, je continue, mais ça, bon, Bon, bah, voilà, hein. disons qu'il y a plein d'outils, plein de projets, quoi. Ouais, il y a pas mal de petites choses. Il y a plein de projets pas finis aussi, hein. Les serrures découpées, démontées, elles sont là. Et puis, bah tiens, alors, allez, ça va faire un enchaînement sur un truc que je voulais dire avant la fin, et je sais pas s'il y aura l'occasion, donc je vais le dire maintenant. Je voulais te remercier parce qu'on se connaît effectivement depuis des années, et je disais tout à l'heure que tu avais bricolé une cabine téléphonique. Ça, je pense que la plupart des gens qui écoutent le podcast en ont entendu parler. Mais ce que les gens savent moins, c'est que à ma demande, tu as pu récupérer la serrure sur la cabine téléphonique. Et ça, moi, c'était un rêve de gosse de pouvoir faire la clé de cabine téléphonique, parce que pourquoi pas. Et en fait, j'ai jamais eu l'occasion. Et donc, grâce à toi, et vraiment, c'était une vraie joie là-dessus. Alors, je te l'avais déjà dit, mais là, je le dis voilà, dans le podcast, parce que j'ai justement sous la main une ébauche que j'ai fabriquée Oh, pour la serrure que tu m'as envoyée.
Voilà. Et ça, c'était un vrai plaisir, alors qui, dans les faits, on le sait très bien, ne peut plus servir, parce que je crois qu'il n'y a plus qu'une seule cabine téléphonique en France en service. Mais comme je te disais tout à l'heure, mon but, moi, quand je fais des clés, c'est même pas de voir ce qu'il y a derrière. Tu vois, je pense que si j'avais eu une clé de cabine téléphonique, j'aurais peut-être ouvert une fois une cabine, mais c'est même pas sûr. Mais tu vois, moi, c'est la satisfaction de l'espèce encore une fois, de baguette magique de Saint Graal. Donc voilà, ça, c'est sur mon bureau. J'ai cette ébauche de clé que j'ai fabriquée pour la serrure que tu m'as envoyée. Donc voilà, je voulais dans tous les cas te remercier pendant le podcast, que tout le monde sache à quel point Tix est une personne extrêmement sympathique euh, et voilà, et qui a réalisé un de mes rêves de gosse, de pouvoir me permettre d'avoir la clé d'une cabine téléphonique finalement. Eh ben écoute, c'est un plaisir, d'autant que en fait il y avait deux serrures et l'autre j'ai dû la percer parce que j'avais pas les compétences pour l'ouvrir malgré tous mes essais. Du coup, moi je suis vraiment ravi que t'aies pu faire ça parce que du coup c'est comme dumper le firmware, ça c'est un truc. Maintenant Ouais, ça sert plus à rien, mais c'est fait. Voilà. bah ouais, c'est mon firmware à moi, quoi. C'est la combinaison de la clé. Fort bien. Ok, et tu préfères un truc mal fait qui fonctionne ou un truc bien fait qui fonctionne pas? Non, mais 1000 fois un truc mal fait. Ouais? On s'en fout que ce soit mal fait. Ce qu'il faut, c'est que ça marche. D'accord. C'est Alors après, Ouais, si il c'est bien faut. fait, tu peux le réparer, hein. Donc peut-être que... Ouais, mais alors toi peut-être, mais moi déjà j'aurais pas les compétences de le réparer. Et puis alors, pareil, toi peut-être, mais alors moi j'aurais la flemme de le réparer. Moi un truc bancal, s'il marche, il peut marcher 10 ans, je vais pas le réparer. Il n'y a pas de problème. Mais un truc qui est bien fait mais qui marche pas, il va rester dans une boîte. Voilà. Donc non, je trouve que c'est important. Moi je crée beaucoup d'outils, comme je te disais, plutôt enfin, et par passion et pour le boulot, mais on va dire beaucoup par passion. Euh, Moi, je trouve que c'est important d'avoir un truc qui marche. C'est bancal, ça se démonte, ça faut y revenir 3 fois, tout ça. Mais au moins, en fait, t'as un résultat. Moi, je suis plus pour le résultat que que le processus lui-même. Ok. Et tu vois, je vais rebondir. Enfin, je sais pas si on a encore du temps. Je sais pas depuis combien de temps on parle. Mais je fais une toute petite parenthèse. Je reviens sur la serrure de Marseille dont on parlait tout à l'heure. De ce dont je me souviens de l'histoire de la serrure de Marseille, les deux équipes de compagnons qui devaient faire la meilleure serrure. Quand à la fin, ou je sais plus s'il y avait un timing précis ou s'il y en a un des deux qui disait moi j'ai fini et du coup l'autre était obligé de s'arrêter. Euh, mais il y a celui qui avait fait, en tout cas celui qui a gagné, il avait détruit ses outils. Alors je crois que l'histoire dit que c'est parce qu'il voulait pas que les gens sachent comment il avait fait. Alors bon, on peut y voir un côté négatif évidemment, hein, on n'est pas dans l'open source. Hmm. Euh, et l'autre avait fait une espèce de magnifique fresque avec ses outils. L'histoire dit un peu que la fresque était plus jolie que la serrure elle-même, quoi. Hmm. Et, et du coup, ça illustre quand même un peu le truc, c'est que ce qu'on lui a demandé, c'est une serrure. Euh, et un peu la façon dont il arrive, c'est bien, tu peux être fier, tu peux expliquer, tu peux tout ça, ça a une importance. Mais en attendant, ce qu'on attend, c'est quand même quelque chose qui marche. Euh, donc si c'est très beau, si c'est hyper bien fait, si les vis elles sont parfaites, tout ça, mais qu'au final tu mets la clé, ça tourne pas, en fait t'as pas fait quoi. Ok. Et, et voilà, je trouve que dans le processus de création, il vaut mieux voilà, faire un truc qui marche pas bien mais qui marche que de faire des étapes parfaites, mais que s'il te manque une étape, au final t'as rien et je trouve que c'est dommage. Ok. Pas mal. On se fait encore deux petites questions, ça te va? Vas-y, avec plaisir. Ok, d'accord. Très bien. Alors, si tu devais partir pour le restant de tes jours, ce serait où? Euh, j'y ai jamais réfléchi. Écoute, je vais reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure sur la nature. Moi, je pense que j'aurais plaisir à habiter ouais, en pleine nature. Il me faudrait des serrures, hein, c'est triste, mais j'aime ça quand même. Un petit atelier, tout ça. Mais je pense qu'il y a des endroits assez sympas, notamment en France, hein, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On a la chance d'avoir un joli pays, comme beaucoup. Et
Et voilà, ouais, je pense que, tu vois, quelque part dans les montagnes, mais pas trop haut. Euh, ça m'irait bien. Un petit lac, j'aime beaucoup l'eau douce. D'accord. Donc un petit lac, une petite rivière, ça pourrait m'aller. Tu vois, je pourrais y vivre quelques dizaines d'années. Tant que j'ai un peu de serrure quand même sur le côté, je serais pas mal. Ok, très bien. Et est-ce que tu te souviens du dernier truc qui t'a vraiment émerveillé? Euh, je suis sûr qu'il y a plein de bonnes réponses à donner à cette question. La seule qui me vient, qui est très récente, je considère souvent que j'ai pas une bonne mémoire, donc bah, je me rappelle que des choses récentes peut-être. Il y a quelques jours, j'ai donné un petit atelier crochetage et fonctionnement de serrure, choses comme ça. Et écoute, les participantes, c'était essentiellement des femmes, euh, étaient, je trouve, hyper contentes. En tout cas, me l'ont fait ressentir et me l'ont exprimé. De découvrir ça. On a fait du crochetage, on a fait du moulage de clés, on a fait du bypass Hmm. sur des cadenas, des choses comme ça. Et ça, bah, tu vois, quand tu poses la question, qu'est-ce qui m'a émerveillé, c'était de voir, alors c'est un peu des grandes phrases, mais un peu la joie dans les yeux des gens, tu vois. De dire que ce que je fais, ça apporte une forme ouais, allez, je sais pas, de joie, de bonheur, au moins de côté positif pour des gens. Je trouve que ça, c'est hyper sympa. Euh, Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de négativité dans notre monde, malheureusement. Euh, et encore une fois, sans faire un podcast philo tout de suite, je trouve qu'il y a un vrai plaisir à faire plaisir finalement. Et ouais, à se dire qu'on apporte quelque chose à des gens. Je trouve que ça, tu vois, c'est plus que satisfaisant. Je dirais que s'il devait y avoir un but dans le monde, en tout cas, ça serait le mien. Euh, c'est le mien un peu déjà. Enfin voilà. C'est pas toujours évident, pas toujours possible. Mais voilà. Donc ça m'a émerveillé de voir à quel point les gens étaient ravis de découvrir des trucs qui moi sont mon quotidien. Donc j'en suis sans en être blasé. Tu vois, j'ai pas le plaisir de dire ah trop bien, j'ai crocheté une serrure parce que bon bah je le fais quand même maintenant un peu souvent. Mais j'ai d'ailleurs le souvenir, tu vois là en le disant, j'ai souvenir d'avoir crocheté ma première serrure à pompe. Et j'ai quasiment sauté au plafond de plaisir de réussir à crocheter une serrure qui pour moi était quasiment impossible à crocheter. Et en fait d'y arriver parce que j'avais le bon outil qu'on m'a prêté, on m'a donné de bonnes explications, voilà. Mais tu vois, ça rejoint, en fait, c'est la même chose. On m'a expliqué un jour comment crocheter des choses et ça m'a émerveillé. Et moi, je retransmets à d'autres gens comment crocheter les mêmes choses ou d'autres choses et ça les émerveille. Et voilà, ça, je trouve que c'est hyper important. Et tu vois, ça rejoint un peu, je pense, encore une fois, l'esprit du hacking. On est sur la bidouille, on est sur comprendre les trucs et on est aussi sur le partage. Je trouve que ça, c'est hyper important. Moi, j'adore le principe de l'open source, j'adore le principe des conférences, euh, j'adore, tu vois, les meetings qu'il peut y avoir entre hackers et hackeuses. Je trouve que c'est hyper important et c'est hyper plaisant. Ok, super. Eh ben Voilà. écoute, Mr. Jack, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, hein. J'ai beaucoup apprécié voilà, de faire partie de la shortlist des gens qui font ce podcast avec toi. Donc voilà, et puis merci pour tes questions sympathiques. Eh bien, ce fut un plaisir. Et voilà, Longint, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Mr. Jack de s'être prêté au jeu. N'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, à mettre un like, à partager tout autour de vous, raconter vos anecdotes dans les commentaires, qui vous voudrez voir dans l'émission, etc. etc. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de Longint.